Yeah! Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on revient avec la troisième et dernière partie consacrée aux rappeuses françaises. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, il y a une partie 1 et une partie 2 où j'ai pu parler, voilà, plus ou moins brièvement, voilà, je sais que les chroniques c'est assez rapide, je peux pas aller dans tous les détails, mais plus ou moins brièvement de nombreuses rappeuses que j'affectionne, bien évidemment. Je parle du pourquoi, du comment dans la partie 1, n'hésitez pas à aller écouter dans l'ordre pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais à peu près dans l'ordre chronologique. Donc c'est un plaisir de pouvoir terminer ce petit chapitre, on va dire, puisqu'il y a plein de choses à aller voir, à aller écouter. Vous le savez, c'est le but des chroniques, que vous puissiez aller redécouvrir ou découvrir des choses, voilà, peut-être des choses que vous auriez oubliées. C'est important, et puis je sais qu'il y en a qui sont contents, voilà, de pouvoir refouiner certaines choses, donc c'est un plaisir. Alors je précise avant de commencer qu'évidemment je n'ai pas pu aborder toutes les rappeuses françaises, je sais que certains me diront pourquoi tu n'as pas parlé d'elle, etc. Elle tu l'as oubliée, etc. Je sais, j'ai pas pu parler de tout le monde, déjà j'ai parlé principalement des rappeuses que j'affectionne, moi particulièrement, de mes goûts, etc. Je peux pas aborder tout le monde, mais je précise quand même qu'en fin d'émission je ferai des petites dédicaces quand même pour certaines rappeuses que j'ai pas citées, comme ça vous pourrez quand même aller fouiner, c'est important histoire d'avoir une petite rétrospective, donc je suis très content. Et puis dans cette chronique on va aussi pouvoir parler de Diams, comme je l'avais dit dans la partie 1. J'entends beaucoup de choses assez aberrantes, voilà, assez étonnantes concernant Diams. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'avais un petit peu envie de la défendre, alors, entre guillemets, même si elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la défendre. Je suis pas son avocat, mais voilà, j'entends quand même des petites choses un peu aberrantes sur Diams et puis même sur le rap en général. Donc en fin d'émission, on pourra aussi aborder des petits sujets un peu plus profond, entre guillemets, voilà, je l'ai dit, c'était quand même important pour moi. Donc voilà, c'est d'autant plus un plaisir. Donc on va commencer avec la première rappeuse et chanteuse aussi d'ailleurs, elle est très polyvalente, j'ai nommé Karine. Karine qui fera partie du groupe Rootsneg, donc c'était un trio avec Nob et Manifest et Karine, voilà, ça coule de source. C'était un super trio, vraiment ils ont fait plein de choses qu'on va pouvoir aborder dans l'ordre chronologique. Les Rootsneg vont apparaître sur la cassette de Cut Killer, celle de 94, la fameuse que tout le monde, voilà, il y a que des tueries dessus. Donc ils vont apparaître avec le morceau Ne m'appelle pas Oncle Tom, vous pouvez aller l'écouter. D'ailleurs je précise parce qu'il est disponible sur les plateformes, mais sur la plupart des plateformes, la face A et la face B ont été inversées. Voilà, ne soyez pas étonnés. Je crois que sur YouTube, c'est bon, il n'y a pas de problème. La face A, c'est bien la face A qu'on entend. La B, c'est pareil, mais je précise quand même, pour pas que les gens s'y perdent. Je sais que ça a été inversé. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, mais vous pouvez aller fouiner, vous y arriverez. En 95, les Rootsneg vont apparaître sur le maxi de Destiné, dont j'ai parlé donc dans la partie 1. Voilà, il y a un chapitre sur Destiné, n'hésitez pas à aller écouter. Donc c'est sur le morceau Ne me laisse pas tomber. Véritable tuerie, je crois qu'il n'y a pas Manifeste dessus, je crois qu'il n'y a que Nob et Karine. Faut savoir que Karine, c'était aussi une choriste. Voilà, je l'ai dit, elle rappait, elle chantait, mais elle a fait la choriste sur de nombreux projets et puis aussi pour des concerts. Notamment pour Mélaz, pour Bilove aussi, pour Tonton David, pour Princesse Erika, voilà, elle a fait plein de choses en tant que choriste, elle était un petit peu partout, Karine, c'est important de le dire. Donc là, on va arriver en 97 et les Rootsneg vont apparaître sur la fameuse compilation, donc la bande originale du film Ma cité va craquer, donc ce sera sur le morceau Le Bise qui est une véritable tuerie, je vous laisse aller écouter, mais c'est juste incroyable. Et puis les Rootsneg, ils avaient une vraie osmose, je trouve. Voilà. Je sais qu'on les compare souvent aux Fujis, donc bon, déjà, ne serait-ce que par la formation, vous savez, voilà, 2 garçons, une fille, la plupart, ou tous, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que Karine et Nob sont originaires des Caraïbes, voilà, comme la plupart des Fujis, voilà, je sais, Manifest, j'ai moins d'informations sur lui, mais c'est possible, en tout cas, voilà, on va dire qu'il y avait un petit peu pas une filiation, mais ça rappelait les Fujis en quelque sorte. Donc il y a vraiment un truc, et puis le Biz, voilà, véritable, l'instru est magnifique. Je précise que donc c'est White and Spirit qui faisait un petit peu la production sur Ma cité va craquer. Karine, elle va vraiment être proche de ce duo-là parce qu'ils vont, donc les Rootsneg et Karine vont aussi apparaître sur Cercle Rouge, la compile Cercle Rouge, voilà, où il y a toujours cet entourage-là, White and Spirit, et puis voilà, toujours un petit peu
souvent les mêmes artistes qui reviennent, enfin il y a tout un truc. Karine apparaît donc soit avec les Rootsneg ou soit séparément. Même sur Ma Cité va craquer, d'ailleurs, elle apparaît avec Shuriken sur un morceau sans les Rootsneg. Donc voilà, elle fait vraiment son truc avec White and Spirit, avec tout cet entourage, et elle déchire, quoi. C'est très important de le dire, elle est très percutante, que ce soit en rap ou en chant. Karine, c'est vraiment quelqu'un d'unique. Et d'ailleurs, toujours avec White and Spirit, elle apparaîtra sur le morceau 11-30 aussi, vous savez, hein, contre les lois racistes, un morceau, bon alors, qu'on valide ou pas, certains lyrics, hein, etc., vous savez, bon, ça reste de la musique, mais voilà, c'est un morceau quand même légendaire, un superbe instru, et puis il y a un casting de malade dessus, donc pour ceux qui connaissent pas, allez écouter, mais bon, je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Et avant de passer à la suite, parce que Karine, à cette période-là, vers 97-98, va vraiment connaître un gros succès, c'est important de le dire, mais avant de parler de ça, n'hésitez pas à aller voir, donc c'est un documentaire dont je parle très souvent, c'est le documentaire FBS, donc en l'occurrence c'est la partie 2, où on voit les Rootsneg et Karine ensemble, voilà, donc ça doit être vers 96, quelque chose comme ça, 95 peut-être, voilà, dans ces eaux-là. N'hésitez pas à aller voir, je sais que c'est un documentaire assez méconnu, donc voilà, c'est important que vous alliez fouiner, c'est super important. Donc là, on va arriver vers 98, c'est le moment où Karine va percer, entre guillemets, hein, voilà, en tout cas se faire connaître du grand public avec le morceau « Tu me plais », en compagnie de Def Bond, qui était un rappeur donc, qui était dans le groupe Soul Swing, anciennement Soul Swing et Radical, donc qui était un groupe qui gravitait autour de IAM. Def Bond que j'aime beaucoup, hein, qui avait un style très particulier, très posé, très classe, très charismatique. Def Bond, je trouve, voilà, on n'en parle pas souvent, mais très très lourd. Et Karine donc apparaît à ses côtés sur le morceau Tu me plais, donc qui est un véritable classique de cette période-là. Je pense que pour tous les gens, que ce soit de mon âge ou même un peu plus âgés, c'est un morceau voilà, qui nous a bercés, hein, ça passait tout le temps. Et puis c'est un morceau de qualité surtout, ça passait beaucoup, mais il était très mis en avant, mais c'était vraiment un morceau de qualité. Karine, elle chante dessus, voilà, elle fait le refrain, elle fait un couplet aussi. C'est vraiment un classique, donc bon, je vous dis pas d'aller l'écouter, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. En tout cas, gros big up à elle pour ça, et surtout, en plus d'avoir du succès, c'est un petit peu... Karine, elle va devenir un petit peu la femme des refrains. Vous savez, la chanteuse qu'on appelle pour les refrains. Il y a énormément de rappeurs qui vont la solliciter, hein. Je pense à Oxmo Puccino, par exemple, avec Le jour où tu partiras, véritable classique aussi. Voilà, elle apparaît aussi sur Mensongeur. Enfin, en tout cas, Karine... Elle est là, on dirait qu'elle fait des classiques, en fait. Dès qu'elle arrive, ça devient un classique, ça propulse le morceau sans rien enlever aux rappeurs qui apparaissent avec elle, hein, bien évidemment, ou aux producteurs qui font l'instru. Hein. Mais Karine, vraiment... Voilà, c'était une valeur sûre, ça c'est important de le dire. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler d'un véritable classique aussi sur lequel Karine apparaît. Donc c'est en 2000, alors je précise qu'en 98, Karine a quand même sorti son premier album solo. N'hésitez pas à aller l'écouter, hein. Je crois que c'est pas trouvable sur les plateformes, je ne suis pas sûr. Mais sur YouTube, vous avez tout ce qu'il faut, il me semble. Voilà, allez l'écouter, premier album qui s'appelle Karine aussi. Hein, voilà, pour ceux qui, comme moi, aiment le son de cette période-là, hein, voilà, vous allez être servis. C'est un très bon album. En tout cas, voilà, pour revenir à ce que je disais par rapport au featuring dont je vais vous parler, donc on est en 2000, c'est sur un morceau avec Mystique, qui s'appelle Le Fruit Défendu, donc qui est sur l'album de Mystique. Mystique, vous savez, qui était aussi dans l'entourage voilà, de la compile Ma Cité va craquer, tout cet entourage-là, qui se retrouvera dans le Bisson Abisso aussi. Voilà, Mystique, très grosse carrière, hein, évidemment. On le salue très fort. Et Karine va faire un superbe morceau avec lui, donc je pense que vous êtes nombreux à le connaître aussi, qui s'appelle Le Fruit Défendu. Alors déjà, la musique est incroyable, l'ambiance est dingue, la façon de chanter de Karine, la façon de rapper de Mystique, c'est un morceau magnifique. Mais surtout, c'est un morceau qui aborde un thème très important, hein, et qui n'était pas souvent abordé d'ailleurs. C'est un morceau, voilà, vraiment, c'est un thème qui n'était pas beaucoup abordé, dans le sens où, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un morceau qui parle des relations mixtes, en tout cas j'allais dire mariage mixte, mais même sans parler de mariage, des relations mixtes, donc à savoir de gens qui sont d'origines différentes ou de religions différentes, hein, voilà, on le sait, alors on est en France, hein, et on est un pays, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner des leçons aux Français sur le racisme, etc., alors que on est l'un des pays où je pense qu'il y a le plus de couples mixtes. Hein. Alors, je ne veux pas m'avancer, hein, mais je pense qu'on est l'un des pays vraiment où il y a le plus de couples mixtes, que ce soit au niveau religieux ou ethnique, entre guillemets.
Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a quand même des soucis par rapport à ça. C'est vrai que le qu'en dira-t-on est important. Parce que vous le savez, on parle souvent du racisme, donc des blancs en France, hein, pour parler vulgairement. On parle souvent du papa blanc qui veut pas que sa fille se marie avec un noir, etc. On parle souvent de cette forme de racisme-là, mais on parle pas souvent du racisme entre les noirs et les maghrébins, par exemple, hein, pour parler vulgairement, ou entre, par exemple, des familles musulmanes et un chrétien, des familles chrétiennes, même si ils sont de la même ethnie, mais ça fait une différence. Voilà, vous savez, plein de choses comme ça. Ça, on en parle moins souvent. Le racisme, même entre noirs, vous savez, entre antillais et africains d'Afrique de l'Ouest, vous savez, il y a plein de choses comme ça dont on parle moins souvent. Et c'est vrai que ce morceau-là, il a fait du bien à beaucoup de gens, je pense, parce que c'est vrai que malheureusement, le qu'en dira-t-on est très important selon les situations. Hein, voilà, ça n'arrive pas à tout le monde, heureusement. Mais le qu'en dira-t-on est très important pour certaines personnes et bon, je pense que voilà, c'est un peu ridicule. Je pense que bon, j'enfonce des portes ouvertes, hein, désolé, mais bon, je pense que c'est important de le souligner quand même. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, l'amour c'est l'amour et puis voilà, je pense que. Mais c'était bien de faire un morceau là-dessus et c'est un morceau qui a touché beaucoup de gens et puis je le conseille à tout le monde et big up à Mystique et Karine pour ça. Donc par la suite, Karine, il faut savoir qu'elle va faire plein de choses différentes. Elle va aussi partir vers le zouk, ça c'est important. Parce que je vous l'ai dit, elle était dans le rap, le R&B, tout ça. Mais elle va aussi beaucoup bifurquer vers le zouk, avec succès d'ailleurs. Hein, je trouve que vraiment ça lui va super bien. Il y a plein de choses à voir. D'ailleurs, même récemment, hein, Karine est toujours en marche, hein, elle est toujours là. N'hésitez pas à aller fouiner. Je vous laisse son Instagram, comme ça vous pourrez aller voir. Elle est toujours là. Elle fait plein de choses, des clips, elle sort des projets, elle fait plein de concerts, des showcases. Elle est vraiment active et je tiens à ce que les gens le sachent, quoi. Voilà, c'est vraiment important. Elle est toujours en place, donc n'hésitez pas à aller la soutenir pour ceux qui veulent aller la suivre, la voir en concert, etc., la voir sur scène. En tout cas, je la salue très fort. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué sa génération. Et les autres générations d'ailleurs, parce que moi je suis pas de ça, je suis beaucoup plus, je pourrais être son fils, hein, voilà. Mais elle a vraiment marqué beaucoup de gens. Je pense que beaucoup de couples aussi ont beaucoup de souvenirs sur les chansons de Karine, les featuring, etc. Donc c'est très important. Vous pouvez voir certaines interviews d'elle. Hein. D'ailleurs, elle était intervenue, je m'en souviens, dans mon entourage avec Valou. J'avais bien aimé son passage. Il y a plein de choses. Voilà. Vraiment, Karine, allez fouiner. Il y a plein de choses de disponibles. On pense très fort à elle. Ok, donc maintenant, on va passer à la seconde rappeuse de l'émission. J'ai nommé Rolka. Rolka qui est moins connu que Karine, hein, bien évidemment, mais qui a quand même bien marqué, en tout cas pour la niche West Coast, entre guillemets, un petit peu West Coast à la française. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Rolka, elle s'est fait connaître au début des années 2000. Elle était dans l'entourage donc de Jill Tismé, vous savez, Tout Simplement Noir, TSN, le CSRD, voilà, toute cette équipe, un petit peu comme je l'ai dit, West Coast à la française. Donc elle fera vraiment partie de cet entourage-là. Et si vous voulez, la particularité de Rolka, c'est qu'elle va faire un rap très sexuel. Voilà, du rap un peu bitch, entre guillemets, hein, comme on appelle, très américain, hein, voilà, un petit peu à la Lil Kim, vous savez, ce sera vraiment très assumé, elle fera des paroles très crues, vraiment très très crues, très salaces. Bon c'est ce que j'aime, hein, j'avoue, j'adore ce genre de rappeuse, hein, j'aime beaucoup, voilà, chacun ses goûts, mais moi j'aime beaucoup, donc c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir de parler de Rolka. Voilà, elle était très jolie aussi, elle avait vraiment le personnage, vous savez, qui allait avec, et c'était sa marque de fabrique. Et d'ailleurs, c'était assez rare, hein. Si on regarde fin 90, début 2000, c'était rare de trouver des rappeuses aussi féminines et même, vraiment carrément sexuelles au sens propre du terme, c'était assez rare. Alors malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Rolka, mais si vous voulez aller écouter, il y a plein de choses sur YouTube. Donc elle va sortir son premier album Sex, Drug and Rolka, voilà, avec une superbe pochette, avec des morceaux, voilà, si tu roules avec Rolka, n'oublie pas de ramener les podcasts, etc. Voilà, vous allez écouter. Et j'adore son personnage, j'adore son atmosphère, son concept, son attitude, et c'est pour ça que ça me fait super plaisir quand même de parler d'elle aujourd'hui. Et je vous incite d'ailleurs à aller écouter les projets, hein. Il y a plein de choses, hein. Je vous l'ai dit, son premier album c'était en 2000, elle va faire son deuxième album Rolka Masutra en 2003, en 2010 elle fera L'Abricot, voilà, bon je vous fais pas un dessin, je vous le dis, c'est vraiment le concept jusqu'au bout, et c'est ce que j'aime chez elle, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur Rolka, c'est quelqu'un qui aussi a marqué son temps, même si elle est moins connue, mais je sais que pour les fans comme moi de toute cette niche-là, un petit peu...
West Coast, etc., rap un peu beach, etc. Voilà, je sais qu'elle a vraiment marqué et donc on pense très fort à elle et je la salue très fort. Big up à Rolka. Ok, donc maintenant on va passer à une rappeuse pareille qui n'est pas connue du tout, enfin qui est très peu connue, sauf par les gens de cette niche toujours, hein, voilà, on reste dans le même entourage à peu près, et il s'agit de Négresse Pat. Donc Pat, elle sera dans l'entourage toujours donc de ALPHA, vous savez, le club Splifton, toute cette équipe du Val-de-Marne, là, vers Joinville et tout ça, le CSRD, donc, à peu près le même entourage que Rolka d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont aussi proches de TSN et tout ça, Jill Tismé, c'est un petit peu la même famille, hein, tout ça, hein, à quelques détails près, voilà, il y aurait plein de choses à dire. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui veulent se renseigner donc sur toute cette niche-là, il y a un superbe documentaire qui s'appelle Club Splifton, tout simplement, voilà, sur le Club Splifton. C'est sur YouTube, n'hésitez pas à aller le voir, c'est un superbe documentaire, c'est pas très long, je crois que ça dure 1 heure. Et voilà, donc Pat, on l'entend pas dedans, mais elle est mentionnée. Elle est mentionnée et puis ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur toute cette histoire. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, donc j'en profite pour en parler. Donc si vous voulez entendre Négresse Pat sur un projet, vous pouvez aller sur YouTube, hein, la plupart des choses sont sur YouTube, il n'y a pas tout sur les réseaux, enfin en tout cas sur les plateformes, pardon. Vous pouvez écouter le morceau Killa Mehmet. Donc Killa Mehmet, c'était vraiment sur l'un des premiers projets d'ALPHA, rappeur de Joinville, hein, voilà, je l'ai dit juste avant. C'est en 96, vous savez, ALPHA, dans le documentaire, il l'explique très bien, mais il faisait plein de choses comme ça, un petit peu, des petits projets à l'arrache. Vous l'entendrez, hein, d'ailleurs, c'est enregistré vraiment à l'arrache. Même l'écriture, on va dire, on sent qu'ils sont pas, qu'ils connaissaient pas leur texte par cœur, on va dire, voilà, que c'est un petit peu brouillon, mais c'est quand même un morceau que j'aime beaucoup, et on entend Pat dessus, voilà, elle fait vraiment un couplet à la Silky Fine, là, à la Nini X, vraiment, moi j'adore ce genre de style, même si c'est pas parfait, bien évidemment, mais c'est quand même un morceau que j'aime beaucoup, que j'écoute régulièrement. Je vous laisse aller écouter ça. Donc là, on va arriver en 99 et vous pourrez entendre un morceau donc plus net. Sa voix, la voix de Pat est plus nette et puis même elle rappe encore mieux. Donc c'est sur le morceau Bonda Park du Club Splifton. C'est sur l'album Embauche pour la débauche, hein, si je me souviens bien. Donc c'est un classique. Hein, voilà. C'est aussi un morceau qui se retrouvera sur une des compiles Hiroshima. Je crois qu'il y a une petite différence au niveau de l'instru d'ailleurs entre la version du Club Splifton et celle qu'il y a sur Hiroshima. Voilà. Si je me souviens bien, en tout cas vous pouvez entendre Pat dessus qui fait un couplet incroyable. Elle va à 100 à l'heure, vraiment un petit peu comme Rolka, hein, voilà, le même style, un petit peu beach, gangsta. Voilà, moi j'adore son style, c'est vraiment une rappeuse qui me fait délirer, quoi. Même s'ils le disent, c'était un petit peu fait à l'arrache, voilà, c'était pas vraiment des gens qui se prenaient au sérieux, hein, faut le dire, hein, c'était un petit peu brouillon. Mais Pat, moi je l'aime beaucoup et je tiens à lui faire honneur aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous voulez l'entendre sur un autre morceau, donc c'est en 2007, c'est sur l'album de LPHA, toujours J'arrive classique, et c'est sur le morceau On la donne avec le cœur. Voilà, où on donne avec le cœur, voilà, dans mes souvenirs c'est comme ça, je vous mets le carré de toute façon. Et Pat apparaît dessus, vous pourrez aller écouter, il y a plein de choses. Elle apparaît aussi sur un album du CSRD, elle fait une petite interlude, elle fait la maman africaine un peu, c'est sur le morceau Mouf, enfin c'est une interlude, hein, de toute façon, vous pourrez aller écouter. Donc voilà, toujours l'humour, hein. De toute façon, à LPHA, le Club Splifton, c'est pas à prendre au premier degré, hein, j'ai envie de dire, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis pour les plus aguerris, vous pourrez aller fouiner, hein, sur Discogs, etc., en tapant Négresse Pat ou Pat, CSRD, ALPHA, Club Splifton. Vous verrez, elle fait les chœurs sur pas mal de morceaux d'ALPHA, de tout cet entourage. Elle intervient de temps en temps. Alors peut-être qu'elle n'était pas très présente, mais moi, c'est quand même quelqu'un qui m'a marqué. Et comme je l'ai dit, ça me fait plaisir de parler d'elle. Et puis voilà, allez fouiner, la balle est dans votre camp. En tout cas, on la salue très fort. Big up à Pat. Ok, donc maintenant, on va passer à une rappeuse légendaire aussi, très connue, hein, d'ailleurs, très très connue. J'ai nommé Lady Lesty. Donc Lady Lesty, bien évidemment, qui a cartonné avec le morceau Essie, hein, je vais pouvoir en parler au fil du chapitre, bien évidemment. Alors, au début, il faut quand même savoir que Lady Lesty, elle faisait partie d'un collectif qui s'appelait le Complot des Bas-Fonds, donc qui était composé de Coma, Fab, donc voilà, qui faisait partie de la Scred, hein, bien évidemment. Il y avait les BO Prophètes, il y avait les Sléo, il y avait LSO, vous savez, toute l'équipe de Sergi, voilà, avec Diable Rouge, etc. Enfin voilà, c'est tout un truc. Voilà pour le complot des bas-fonds. Et Lady Lesty en faisait partie. Et d'ailleurs, il y a pas mal de freestyles de trouvables, hein. Il y a des freestyles sur Nova.
Je vous mets le carré comme ça, vous pourrez aller voir de l'époque. Ça doit être vers 95, 96. Et en 94, eux aussi apparaissent sur la cassette de Cut Killer. Voilà, bon, on n'y échappe pas à chaque fois, bien évidemment. Et je trouve d'ailleurs parce que c'était vraiment un crew de malades. Les BO Prophètes, moi je suis un grand... voilà. Laisse tomber, j'ai saigné. Les LSO, pareil. Fab Coma, n'en parlons même pas. Les Sléo, laisse tomber. Enfin, voilà, c'était vraiment une équipe de fous. D'ailleurs, Lady Lesty apparaîtra sur l'album des Sléo, sur le morceau Ne joue pas avec le feu, qui est un véritable classique aussi. Il y a tout le monde dessus. Il y a Daddy Lortzi. Vraiment, c'est un enchaînement de tueries. Pour ceux qui connaissent pas, allez écouter Ne joue pas avec le feu. C'est vraiment incroyable. Et il faut savoir aussi que Lady Lesty, entre-temps, elle s'est retrouvée sur les Cool Sessions 2, voilà, avec Jimmy J. Vous savez, il y a eu les Cool Sessions 1 en 93. Et en 96, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la bonne année. Cool Session 2, donc avec d'autres artistes, voilà, toujours un petit peu le même entourage. Et Lady Lesty va faire des tueries dessus aussi. Moi, c'est ma période préférée de Lady Lesty. Vraiment, son flow à cette période-là, la rage vraiment comme ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, alors bon, faut pas se monter la tête du tout, hein, il n'y a pas eu de clash ou je ne sais quoi, mais elle va même faire un petit clin d'œil d'ailleurs à Stestros, dont j'ai parlé dans la partie 2. À un moment, dans un de ses morceaux, Lady Lesty va dire personne ne naît gangsta ou je ne sais quoi. Enfin, c'est une phrase comme ça. Personne ne vient au monde en étant gangsta. En gros, c'est ça. Et c'est une référence à Stestros, donc qui avait fait le morceau Né Gangsta, bien sûr. Hein, voilà, vous allez voir. Voilà, c'est pour la petite anecdote, mais faut pas se monter le chiro. Il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu d'histoire. C'est pour la petite anecdote. Ça rejoint un peu les artistes dont je parlais. Donc voilà, allez écouter les morceaux de cette période de Lady Lesty. C'était vraiment... Il y a plein de trucs. Hein. Allez sur YouTube, allez fouiner toute cette période. Moi, c'est vraiment ma période préférée. Alors évidemment, on va parler du premier album de Lady Lesty, Black Mama, sorti en 99, qui est une tuerie aussi. Hein. Vraiment, il y a des morceaux emblématiques dessus. Allez écouter, moi mon préféré c'est... Bon, je l'ai déjà dit dans l'émission avec Ja Eyes, parce qu'on a reçu Ja Eyes, gros big up à lui. C'est le morceau Arachnophobia. Qui est produit par Ja Eyes, c'est lui qui fait la musique et en featuring avec Ja Eyes. Voilà, il fait des couplets dessus, il est sur le refrain aussi avec Lady Lesty. Lady Lesty fait des couplets aussi et c'est un morceau vraiment incroyable que moi j'écoutais quand j'étais enfant en fait. Hein, j'étais pas encore dans le rap hip-hop tout ça, j'étais plus dans le rock, mais c'est quand même un morceau qui m'a bien bercé. Voilà, vous savez, ma génération, on pouvait pas échapper au rap, hein, c'est évident. Mais ce morceau-là, vraiment, avec l'une de mes grandes sœurs, on l'écoutait très souvent et c'était incroyable parce que vous savez, c'est un morceau très imagé, c'est un petit peu comme une histoire. Voilà. Je vous laisse aller l'écouter. Ça laisse libre cours à l'imagination en tout cas et c'est vraiment un très bon morceau et j'ai toujours beaucoup de plaisir à le réécouter, donc gros big up à Ja Eyes pour ça aussi. D'ailleurs on en parle dans l'interview avec Ja Eyes, n'hésitez pas à aller voir, et gros big up à Lady Lesty aussi parce que c'est vraiment un morceau déjà qui est lourd et puis tout le projet est vraiment... Bon alors après il y a des morceaux peut-être en dessous de d'autres, ça c'est les goûts, ceci, cela, chacun se fait son jugement, mais c'est quand même un album qui a marqué, notamment avec le morceau Et si. Voilà, un gros classique qui parle donc de son frère. C'est un morceau qui a touché beaucoup de monde, je pense, même les gens qui n'écoutaient pas forcément de rap ou qui n'aiment pas forcément le rap. C'est un morceau vraiment qui a beaucoup touché les gens. L'instru est magnifique. La façon de rapper de Lady Lesty, elle y met beaucoup de profondeur. On sent qu'elle y met tout son cœur. C'est un morceau vraiment emblématique. En tout cas, c'est un album qui va vraiment marcher. Ça va être un vrai succès. Alors, je sais que certains vont dire qu'elle a eu le succès parce qu'elle était avec Seb Farhan. Voilà, Sébastien Farhan qui était le manager de NTM, du BOSS, voilà, qui était à la tête du BOSS et qui avait un gros pied dans la musique, clairement. Et donc, vu que Lady Lesty était mariée avec lui, certains ont dit que, on se souvient de la face de Jean Gabin dans Je t'emmerde. Voilà, c'est quelque chose qui lui a été reproché. Franchement, allez écouter son album, allez écouter ce qu'elle a fait. Je pense pas que ce soit... voilà, bon, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, je pense qu'elle méritait clairement son succès. C'est un album qui était super bien produit, super bien travaillé. Alors après, l'exposition, ceci, cela, bon là, on rentre dans des trucs industriels, j'ai envie de dire, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la musique. Ça nous dépasse un petit peu. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu facile de lui reprocher... son mariage avec Seb Farhan, ou en tout cas de justifier son succès par rapport à ça. Je pense que Lady Lesty, c'était vraiment quelqu'un de très fort, et même sur scène d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Lady Lesty sur scène, mais c'est vraiment
quelqu'un qui sait chauffer la salle. C'est quelqu'un qui peut vous soulever une foule en très peu de temps. Ça, on le dit pas assez. Mais Lady Lesty, c'était quelqu'un d'impressionnant sur scène. Et voilà, je tiens quand même à souligner ça parce que c'est important. Donc par la suite, il faut savoir que Lady Lesty va sortir 2 autres albums, donc un en 2002, un en 2005. N'hésitez pas à les fouiner. Moi, je suis un peu moins fan. Bon, comme je le dis souvent, je suis moins fan du son des années 2000, etc. Bon, voilà. je le dis souvent, c'est les goûts et les couleurs. Mais n'hésitez pas à les fouiner. C'est vraiment, il y a quand même des bons morceaux, hein, attention. Et puis ça reste Lady Lesty, hein, voilà, excellente rappeuse qui envoie. Donc voilà, n'hésitez pas à les fouiner. Il faut savoir que par la suite, malheureusement, elle va aussi avoir de gros problèmes de santé. Lady Lesty en parle dans une interview, dans plusieurs interviews même. Je vous mets l'un des liens, comme ça vous pourrez aller voir. Faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile, Lady Lesty. Hein, c'est quelqu'un qui s'en est beaucoup pris, on va dire, hein, qui s'en est pris dans la gueule, quoi, malheureusement, que la vie ne l'a pas forcément toujours gâté. Et donc je pense qu'à un moment, sa santé, comme elle le dit, hein, voilà, elle a trop tiré sur la corde et du coup, sa santé l'a rappelé à l'ordre, hein, j'ai envie de dire. Alors heureusement, elle s'en est sortie. Vraiment, ça prouve aussi sa force mentale. D'ailleurs, si vous allez voir l'interview, hein, vous verrez, c'est vraiment quelqu'un qui a une belle philosophie de vie. Je trouve, qui voit la vie de manière... voilà. Moi, je respecte ça. En tout cas, allez voir. J'en dis pas plus, mais en tout cas, j'espère qu'elle va bien. Moi, je la suis, en tout cas, sur les réseaux. Je vois qu'elle fait plein de choses. Elle est encore active. Elle a encore la pêche. Donc voilà, n'hésitez pas à aller réécouter tout ce qu'elle a fait dans sa carrière, les featuring, les apparitions, les freestyles. Enfin voilà, vraiment, c'était quelqu'un d'hyper important. J'espère qu'elle va bien, je pense très fort à elle et on la salue très fort. Big up à Lady Lesty. Ok, donc maintenant on va parler d'une rappeuse, pas très connue aussi, mais qui aussi est très respectée hein, dans le hip-hop français, voilà, très connue dans le milieu du hip-hop. Une rappeuse qui nous vient de Lyon et qui s'appelle La Gonze Vive. Donc La Gonze Vive, comme je vous l'ai dit, elle vient de Lyon et c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse un petit peu partout, notamment sur Paris. C'est quelqu'un qui bougeait beaucoup, hein, voilà. Au départ, elle faisait partie, ou alors elle était de connivence, je sais pas si elle en faisait vraiment partie, allez fouiner, mais elle était proche d'un collectif qui s'appelait les Amazones. Les Amazones qui étaient principalement composées de danseuses, qui étaient beaucoup dans la raga, voilà, tout le côté dancehall, etc. Et donc La Gonze Vive faisait partie de ça. Mais rapidement, elle va vite se tourner vers le rap. En fait, elle va vite être séduite par toute cette atmosphère très hip-hop, très rap, dans le style. Hein, voilà, parce qu'elle aurait pu faire du raga aussi, hein, partir plus raga. Mais vraiment, ça va être une femme qui va s'illustrer en tant que rappeuse, hein, très talentueuse. Il me semble que sa première apparition discographique, sauf erreur de ma part, donc c'est sur la compilation Label, la compilation dont j'ai parlé dans la partie 2 aussi, j'en parlais par rapport à Princesse Agnès, etc. Vous pouvez aller voir un Label qui est une compile légendaire, je vais pas revenir dessus, je me suis exprimé dans la 2, mais qui est une compile vraiment importante, et on peut retrouver La Gonze Vive dessus, donc c'est le morceau J'ai besoin du microphone, et, donc dans la compile, et puis il y a aussi, je vous le rappelle, le freestyle à côté, parce qu'il y a eu la compile Label, mais il y a eu aussi un freestyle avec toutes les rappeuses de la compile Label. Le morceau était produit par Lone, d'ailleurs Lone qui était avec Bustaflex, hein, vous le savez, les schizos, etc. C'est lui qui fait l'instru, et donc c'est un long freestyle avec tout le monde, et La Gonze Vive apparaît dessus. C'était vraiment une découpeuse, hein. Elle avait une voix bien particulière, une voix assez masculine d'ailleurs. Souvent les gens la prenaient pour un garçon, hein. Elle avait vraiment une voix... voilà, très imposante, et c'est d'ailleurs ce qui fera son succès, hein. Elle le dit elle-même, hein, dans une interview. Je vous mets le carré, d'ailleurs, il y a une petite interview de La Gonze Vive, je vous remettrai à la fin aussi, comme ça vous pourrez aller la regarder, c'est pas très long, hein. D'ailleurs c'est dommage, mais en tout cas, moi j'aurais plein de questions à lui poser à La Gonze Vive. Elle est la bienvenue dans l'émission, hein, bien évidemment. Et c'est quelqu'un de très important, voilà, qui avait une voix qui sortait du commun. Et d'ailleurs, elle avait un style qui se rapprochait beaucoup du Beat de Boule, dont elle fera partie. D'ailleurs, le Beat de Boule, collectif légendaire du 92, bien évidemment, autour du Pont de Sèvres, avec Maleka Morte, Lunatic, les sages poètes de la rue, Mauvaise Langue, Sir Dooms, etc. Enfin voilà, et La Gonze Vive fera partie de ce collectif-là. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'elle a un flow un petit peu, voilà, qui se rapproche vraiment de cette équipe-là, un petit peu à la Sir Dooms, l'énergie à la Zoxy, là, bien découpeur, etc. Enfin voilà, elle va faire partie de ce collectif. Et si vous voulez l'entendre avec le Beat de Boule, donc c'est sur l'un des projets du Beat de Boule, c'est sur Dans la Sono, qui est sorti en 97, si je dis pas de bêtises, et c'est sur le morceau Paranoia, avec Mélo Philo, des sages poètes de la rue. La Gonze Vive est dessus, hein, voilà, n'hésitez pas à aller écouter, c'est une pure tuerie. Et d'ailleurs, en forme de dédicace, hein, même si elle n'est pas forcément très présente dans tout sur les morceaux en tout cas de cet entourage-là,
elle est quand même citée, d'ailleurs par Zoxy, dans le morceau Boulogne Tristesse, qui était sur l'album de Zoxy sorti en 2012, qui s'appelle Tout dans ma tête. Et il y a un morceau qui s'appelle Boulogne Tristesse, dans lequel Zoxy raconte un peu l'histoire du beat de Boule. Ouais, c'est un morceau assez triste, assez touchant. Et il cite La Gonze Vive à la fin. Enfin voilà, c'est assez émouvant. Donc voilà, pour dire qu'elle était bel et bien présente dans ce collectif. D'ailleurs, vous pourrez retrouver La Gonze Vive sur la compilation Trésor enfoui volume 2 sur le morceau Séduction. Donc c'était une compile des sages poètes de la rue. Vous savez, c'est les morceaux des sages poètes qui n'ont pas été gardés dans les albums mais qui étaient quand même lourds, et donc ils les ont ressortis sur des compiles qui s'appellent Trésor enfoui. Donc voilà pour La Gonze Vive et tout cet entourage qu'on salue très fort, bien évidemment. Il faut aussi savoir qu'en 98, La Gonze Vive apparaît sur l'un des projets d'un groupe qui s'appelle IPM. IPM qui était un groupe de Lyon, qui était l'un des groupes les plus connus de Lyon de cette période-là, qui était les plus actifs. Donc c'est sur le morceau La Chambre, n'hésitez pas à l'écouter, je pense que c'est trouvable sur YouTube. La Gonze Vive apparaîtra également sur un projet en 2002 qui s'appellera 8e pyramide de chaussures, sur le morceau Continuer, je pense qu'il est trouvable, n'hésitez pas à les fouiner. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'était un projet qui avait été fait en soutien aux victimes des mines. En fait, vous savez, l'utilisation des mines pendant la guerre. Donc bon, il n'y a jamais de guerre propre, on le sait, la guerre c'est la guerre, mais l'utilisation des mines fait que même quand le conflit est terminé, c'est-à-dire même quand la trêve est faite, y a encore des accidents, des morts, voilà, et des gens qui se retrouvent handicapés ou qui meurent, tout simplement, voilà. Et voilà, c'était un projet qui avait été fait, je pense, alors je connais pas tous les tenants et aboutissants, mais qui avait sûrement été fait pour soutenir les familles des victimes. Par rapport à ça, je pense, voilà, je ne veux pas m'avancer, mais j'imagine que c'était ça. En tout cas, La Gonze Vive s'est retrouvée sur ce projet-là. N'hésitez pas à aller écouter. Donc c'est vrai que j'ai pas trouvé énormément d'infos sur La Gonze Vive. Il n'y a pas beaucoup de choses. Vous irez voir. Je sais que donc, dans l'interview que je vous ai mis, je vous mettrai le carré à la fin, mais dans l'interview dont je vous ai parlé, elle disait que vers 2007-2008, elle s'était rapprochée de musiciens, donc pour faire des scènes avec des musiciens. Donc elle continue à rapper, elle continue à écrire. Alors si encore aujourd'hui, en 2023, je ne sais pas. En tout cas, au moment où l'interview a été faite, donc ça fait plus de 10 ans, mais en tout cas, elle continuait la musique. C'est important de le dire. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelqu'un d'important, La Gonze Vive, même si elle n'est pas très connue. Elle avait vraiment un flow de malade, une percussion de fou. Et voilà, elle était vraiment en place. C'est peu de le dire. Et c'est très important pour moi de parler d'elle. Donc, comme je l'ai dit, je vous remets le petit carré. Comme ça, vous pourrez aller voir l'interview de La Gonze Vive. Et puis d'ailleurs, il y a même un petit freestyle, je crois. Je vous mettrai aussi le petit carré. C'était petit freestyle à l'arrache, tranquille. Mais je suis très content, en tout cas, de la voir. Je ne savais pas qu'elle avait été aussi active pendant si longtemps. Voilà, moi, je pensais qu'elle était vraiment en mode 90 avant de me renseigner. Donc, c'est un vrai plaisir. Gros big up à La Gonze Vive. On pense fort à elle. Ok, donc maintenant on va passer à la dernière rappeuse, au dernier chapitre. J'ai nommé Diams. Diams, qui est une rappeuse légendaire, bien évidemment connue du grand public, voilà, qui a vraiment percé pour le coup. Alors ça me permettra aussi de revenir à la fin de son chapitre sur le fait que j'entends beaucoup qu'elle est percée grâce à sa couleur de peau ou je ne sais quoi. Enfin voilà, j'entends beaucoup qu'elle aurait percé car elle est blanche. Voilà. Bon, je vais pouvoir revenir dessus après. Je vais d'abord vous faire son petit historique. On va pouvoir revenir dessus parce que c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, même si je suis pas fan de ses albums, de ce qu'elle a sorti discographiquement, en freestyle et puis même, enfin voilà, juste en tant que rappeuse, quoi, juste au microphone, voilà, c'est juste une tueuse. Enfin, c'était une tueuse vu qu'elle ne rappe plus, bien évidemment. Et voilà, c'est pour ça que ça me gêne un petit peu d'entendre certaines choses. D'ailleurs, on s'écoutera un petit freestyle à la fin de l'émission, un petit freestyle de Diams, histoire de clôturer. Parce que je pense que c'est important. Et puis voilà, pour refaire un petit peu la rétrospective, ça vaut le coup, je pense. Donc on va démarrer. Donc il faut savoir que Diams, elle va commencer à rapper au milieu des années 90. Elle va se rapprocher de groupes de Bagneux, notamment du 92, comme Instance Glauque. C'est comme ça qu'elle va connaître Yannick. Yannick du groupe Mafia Tressé, voilà, je vais pouvoir vite en parler, mais Yannick qui est plus connu pour avoir fait ces soirées-là, bien évidemment, un véritable tube aussi. Voilà, donc elle va se rapprocher de Yannick et par conséquent, elle va se rapprocher de Echo du Sud. Donc Echo du Sud qui était, donc c'était Cochise et Aspic qui feront aussi partie de la Mafia Tressé parce que la Mafia Tressé, c'est un collectif avec plusieurs groupes dedans. Donc elle va se rapprocher d'eux.
et elle va commencer à apparaître avec eux sur des freestyles notamment. Donc l'un des freestyles, le freestyle qu'on va écouter à la fin, ce sera avec cette équipe-là, avec Yannick et toute l'équipe. Et donc elle va se rapprocher d'eux, elle va même faire des apparitions sur leur premier disque, hein, voilà, sur les premières productions de la Mafia Tressé, donc notamment Rencontre du 13e type. Il y a aussi Je plaide pour la rue où elle apparaît, mais Rencontre du 13e type, c'est vraiment magnifique, quoi. Je veux dire, comment dire, elle interprète un rôle, elle a un petit personnage. L'instru est malade, voilà. Je le conseille à tout le monde, Rencontre du 13e type de Mafia Tressé. Donc là, on est vers 97-98. Il faut savoir qu'elle va se rapprocher de Black Mozart, qui était le producteur musical du Ménage à Trois. Ménage à Trois, collectif légendaire. Hein, voilà, vraiment, allez vous renseigner. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez vous renseigner sur le Ménage à Trois. C'est très important. C'est vraiment un collectif qui vaut le détour. Donc Diams va faire même une tournée avec eux, avec le Ménage à Trois. Elle va commencer à être un petit peu partout. Hein, c'est vraiment, elle va rouler sa bosse. Pendant des années, elle va faire plein de featuring, elle va apparaître sur plein de mixtapes, des bandes originales, plein de disques. Diams, c'est vraiment quelqu'un qui va rouler sa bosse pendant très longtemps. Hein. C'est pour ça que quand j'entends qu'elle aurait percé comme ça en un clin d'œil, non, Diams, elle a vraiment roulé sa bosse pendant très longtemps. D'ailleurs, ce serait même trop long de vous citer tous les projets auxquels elle a participé. Vraiment, allez fouiner, que ce soit sur Discogs, allez vous renseigner sur Internet, etc. Vraiment, elle était partout. Elle a fait plein de choses là entre 97 et 2001 là, elle est apparue sur plein de projets. Ce sera vraiment trop long d'en parler exhaustivement. Je vous conseille d'aller vous renseigner. Donc là, on va arriver en 99 et c'est le moment où Diams va sortir son premier album qui va s'appeler Premier Mandat. Qui ne sera pas un succès d'ailleurs, hein, ça va même être un échec commercial, hein, mais bon, après ça, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, ça a été le cas de plein d'artistes, hein, donc voilà, ça va. Après, je pense qu'elle manquait aussi d'exposition à ce moment-là. Je pense que ça restait assez underground. D'ailleurs, je parlais d'un fameux reportage que je n'arrive pas à retrouver. D'ailleurs, malheureusement, hein, j'en remets une couche, hein, mais j'en avais parlé par rapport à la rappeuse Bams. C'était un reportage où on voyait Diams, on voyait aussi Bams. C'était en 99. C'était sur France Télévisions, je crois. Si quelqu'un arrive à retrouver cette pépite, ce serait vraiment formidable parce qu'on voyait Diams toute jeune, voilà, vraiment avec sa pote et tout, en train de, voilà, dans les loges et tout, elle allait faire un concert et tout. Enfin voilà, c'était vraiment une belle archive. Donc je sais pas si quelqu'un arrive à le retrouver. Enfin voilà pour cet album. En tout cas, allez écouter. Moi, au niveau des instrus, en tout cas, si je dois choisir dans tous les albums de Diams, c'est celui que je préfère musicalement. En tout cas, hein, les instrus sont vraiment malades. Il y a une intro avec la comédienne Mike Dara. Pour ceux qui savent pas, c'est elle qui faisait la voix de Monica dans Friends, elle faisait la voix de Shenzi dans Le Roi Lion, vous savez, voilà, doubleuse et comédienne de légende, Mike Dara. Voilà, j'aime bien l'ambiance de cet album, n'hésitez pas à aller écouter. Donc là, on va arriver en 2001 et ça va être le moment où Diams va connaître un gros succès, en tout cas qui va la mener à son futur énorme succès grand public, hein, je vais vous en parler juste après, mais ça va être avec le morceau Suzy. Donc Suzy qui est sorti en 2001 sur une des compiles originales Bomb Attack. Et ça, si vous voulez, c'est un morceau qui va vraiment la propulser. Notamment, il faut savoir aussi que donc elle était très pote avec Jamel Debbouze, avec Ramzy Bedia, toute cette équipe-là. Et eux, en fait, ils vont vraiment la mettre en avant. Il faut savoir que Jamel, Ramzy avaient des liens avec Radio Nova, avec différents... Voilà, ils ont un pied aussi dans tout ce domaine-là, on va dire. Donc ils vont vraiment mettre Diams en avant parce que déjà Suzy, oui, c'est un morceau qui envoie, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, c'est un morceau qui envoie. Et donc ça va la propulser et ça va la faire signer donc avec le label Hostile, donc le label de Benjamin Schulvanich. Et après ça, évidemment, ça va être la consécration, hein, en 2003 avec l'album Brut de femme. Voilà, avec le fameux morceau DJ qui va tourner partout. Moi, je m'en souviens, j'étais petit, hein, j'étais encore en primaire, c'était vraiment le morceau qui tournait à toute balle. Hein, tous les gosses aimaient ça, hein, ça on adorait. Hein, voilà, quoi. Après, bon, avec du recul, c'est un morceau que j'aime pas beaucoup, mais avec du recul quand même, c'est un morceau qui est bien produit. Et puis elle rappe dessus, hein, elle est pas sous autotune, sous playback ou je ne sais quoi. Hein, elle rappe, c'est important. Donc voilà, ce morceau DJ qui tournait beaucoup et avec donc voilà, cet album, elle va vraiment cartonner, elle va être partout et ça va être la consécration pour elle en cette année 2003, là, début 2004. C'est aussi le moment où elle va remporter les victoires de la musique, enfin voilà, elle va être partout. En 2006, elle sortira son album Dans ma bulle, pareil, ça va être voilà, encore plus grand succès. 2006, c'était l'année de Diams, hein, ça je m'en souviens très bien, elle était vraiment partout. Alors je sais qu'elle s'est pris aussi beaucoup de critiques, hein, bien évidemment, je sais qu'on lui reprochait beaucoup de faire des morceaux très commerciaux, en tout cas voilà, très grand public, très accessibles.
Alors c'est aussi pour ça que je suis pas très fan de ses albums. Alors je parle vraiment parce qu'il y a des morceaux très commerciaux que j'adore, hein, et ça j'ai pas de problème avec ça, il y a pas de souci. On peut faire des morceaux très accessibles à partir du moment où je kiffe, y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément fan, en tout cas en l'occurrence, de ce que Diams faisait. Mais c'est vrai que c'était quand même bon assez injuste quand même parce que bon elle avait quand même roulé sa bosse très longtemps avant, comme je l'ai dit. Elle avait fait quand même beaucoup de choses et puis elle rappait, quoi. Je veux dire, même si c'était très accessible, ça restait du rap. Alors même s'il y avait des refrains chantés, des choses, voilà, bon, qui pouvaient paraître assez légères, mais elle rappait quand même, elle kickait, quoi. Je suis désolé, voilà, qu'on le veuille ou non, Diam, ça restait une très bonne rappeuse. Et puis ça me fait penser quand même à ça aussi, au fait que, je vais pouvoir développer hein, après, mais au fait que des gens disent qu'elle a percé parce qu'elle est blanche. Non, enfin, je suis désolé, elle a percé parce que, bah, déjà, elle était forte, et puis parce qu'elle a fait des morceaux très accessibles au grand public. Voilà, c'est ça qui lui a mis la lumière. Qu'on le veuille ou non. Enfin, il y a plein. Je parlais d'Yannick tout à l'heure. Yannick, quand il a fait ces soirées-là, pareil, il a été propulsé au sommet. Voilà, même si ça n'a pas forcément duré. Je veux dire, Yannick, il est pas blanc. Hein, je veux dire, en tout cas, force est de constater que, bon, je pense que la couleur de peau n'a pas grand-chose à voir là-dedans, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. C'est un petit peu aberrant, quoi. D'autant que si on se remet un petit peu dans le contexte de cette période, donc vers 2006-2007. Être blanc dans le rap, c'était pas forcément, voilà, c'était pas forcément easy. Hein. On s'en rappelle, voilà, il y avait plein de petites remarques dans plein de morceaux. Voilà, bah, Diams déjà, rien que pour parler de Diams, elle se fera aussi attaquer là-dessus. Hein. On se rappelle de la phase de Booba, les négros se font déclasser par Pokora, Diams et Cynic. Voilà, on s'en souvient, les phases de Kizito aussi. Puis vous savez, c'était une ambiance dans le rap français où c'était ça. Voilà, on se souvient du morceau de Sefiu. T'as vu un Babtou, il y a la mise à l'amende qui va avec. Black M, pareil, avec le pays de mécréants. Enfin, il y avait Tandem avec Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Enfin voilà, c'était open en fait. C'était tranquille, on pouvait faire des allusions sur les Blancs, sur la France, en toute détente. Et alors après, je précise quand même que les artistes que je viens de citer sont revenus sur ces propos-là. Hein, voilà, je ne vais pas leur faire leur procès 15 ans après. Voilà, je suis pas là pour leur faire un procès. Je sais de sources sûres que c'est pas des gens racistes, que c'est des gens ouverts, mais bon, c'est quand même important de parler de l'ambiance globale du rap à ce moment-là. Ça, pour ceux... Et j'exagère pas, hein, peut-être que certains diront que j'exagère. Non, vraiment, remettez-vous dans le contexte, dans le milieu du rap, du stand-up aussi. Voilà, c'était les Blancs et la France, là, on pouvait y aller. Bon, même si c'était pas les seuls, hein, les Asiatiques aussi, on pouvait y aller, les Roumains. Là, il y avait certaines communautés comme ça qu'on pouvait attaquer sans problème. Mais bon, on va partir dans un autre débat. C'est autre chose. Mais en tout cas, Diams, c'est vrai qu'elle s'était mangée pas mal de remarques là-dessus. Et l'ambiance était un petit peu hostile, quoi. Donc, être un blanc dans la rap, c'était pas forcément un gage de réussite. Voilà, pour les gens aussi qui parlent très facilement de dire oui, dès que t'es blanc, tu perces. Non, dans le milieu du rap, c'est pas forcément si évident. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais à la même période, hein, fin des années 2000, il y avait un rappeur qui s'appelle 25G, que je salue très fort, un excellent rappeur du Val-de-Marne, hein, que je salue très fort, que je suis depuis très longtemps. 25G avait sorti un morceau qui s'appelait Babtou Pure Souche, et qui à l'époque avait été censuré. Voilà, le clip s'est fait censurer je ne sais combien de fois. Il a eu pas mal de problèmes à cause de ça, enfin en tout cas au niveau censure, etc. Donc ça prouve bien que voilà, allez voir le clip, hein, c'est un truc. Bon, après il y a du second degré dedans, hein, faut pas tout prendre au pied de la lettre dans le style, hein, on voit dans l'imagerie, mais c'était quand même un morceau où 25G justement revendiquait ses origines françaises, était fier d'être blanc entre guillemets, hein, voilà, pour parler simplement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait être mal vu. Donc vous voyez, même être blanc et revendiquer ses origines, ça pouvait être très mal vu. Ça c'est quand même quelque chose dont il faut se rappeler. Pour revenir à Diams, c'est vrai que d'ailleurs elle, c'est pas quelque chose qu'elle faisait. Hein. Alors je sais qu'elle a des origines chypriotes, françaises, voilà. C'est pas forcément quelqu'un qui revendiquait ses origines européennes, Diams. Alors après, moi, il n'y a pas de problème, hein, elle n'était pas obligée de le faire. Après, c'est vrai qu'elle faisait aussi partie de cette vague. Alors c'était très marquant hein, dans le rap. C'est vrai que c'était la vague quand même du rap qui a beaucoup tapé sur la droite et sur la France aussi. D'ailleurs, on s'en rappelle hein, de Diams quand elle disait c'est pas ma France à moi, cette France profonde. Marine, pourquoi es-tu si pâle? Nanana. Chez nous, c'est coloré, c'est jovial. Enfin voilà, on s'en souvient. Voilà, moi je suis pas là pour faire le procès de Diams, hein, mais voilà, c'est pour rebondir sur le contexte.
c'est vrai que Diams faisait partie un petit peu de cette vague-là qui tapait beaucoup sur la droite et sur la France traditionnelle et qui, par ailleurs, déroulait beaucoup le tapis rouge à la gauche. Hein. On s'en souvient de cette émission, c'était chez Canal+, chez Denisot, où il y avait Ségolène Royal qui était venue, et on se souvient de Jamel Jamel et Diams qui soutenaient ouvertement Ségolène Royal. Enfin voilà. Alors qu'on sait que, je vais pouvoir en parler aussi dans la petite conclusion de fin par la suite, on sait que la gauche n'a pas toujours été très propre. Voilà. Je vais pouvoir en parler juste après. Mais c'est vrai que c'était une période très particulière dans le rap, où c'est-à-dire fallait absolument penser d'une certaine façon. Alors c'est un peu le cas aussi aujourd'hui, hein, mais un peu moins quand même. Mais il fallait absolument penser d'une certaine façon. La France traditionnelle, fallait pas trop en parler. Hein, voilà, j'en parlais avec les spécialistes dans la partie 2. Donc c'est quand même une ambiance particulière, et je pense que Diams, elle a dû en souffrir quand même, de toutes ces attaques. Je sais pas, j'ai pas envie de parler à sa place, mais je pense que voilà, toutes ces allusions à sa couleur de peau, alors que comme je l'ai dit, elle avait vraiment roulé sa bosse et qu'elle était très talentueuse et qu'elle avait fait des trucs de fou. Voilà, ça a dû être dur à encaisser quand même. Alors je précise quand même, hein, pour ne pas exagérer, hein, que c'était quand même une minorité de gens dans le rap qui disaient ça de Diams. Si vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent, Diams, elle était très appréciée. Voilà, la plupart des gens accueillaient Diams à bras ouverts. Voilà. Je précise quand même que c'était pas tout le rap etc., qui était ligué contre Diams, hein, contrairement à ce qu'on peut voir, par exemple, si vous regardez l'année du hip-hop, fameuse cérémonie qui avait eu lieu donc en 2007 et 2008. Bon, vous savez que je suis pas fan du tout des cérémonies rap, que ce soit l'année du hip-hop, les flammes, etc., vous le savez. Particulièrement l'année du hip-hop, faut dire que c'était une ambiance très néfaste. Hein, si vous allez voir, c'était vraiment une ambiance très étrange, très malaisante. Et on le voit quand Diams remporte une victoire, quand Benjamin Schulvanich remporte une victoire, on les voit se faire huer. Enfin, surtout Benjamin Schulvanich d'ailleurs. C'est une scène assez dure à regarder. Moi, j'aime pas voir ce jeu. Alors, après, on l'aime ou on l'aime pas, mais moi, j'aime pas voir ce genre de choses. Voilà. Et Diams aussi s'était pris aussi quelques sifflets. En tout cas, voilà, vous pouvez voir que c'est une période où il y a un peu d'hostilité, effectivement, mais je précise, voilà, quand même pour remettre les choses au clair, que Diams n'était pas détesté par le milieu du rap. Hein. C'était une minorité, je le répète, c'est important de le préciser. Donc voilà, période assez particulière pour Diams, d'ailleurs même sur le train de vie, hein, on sait qu'elle a beaucoup souffert même de ce train de vie-là. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, elle a vraiment cartonné, donc elle faisait tout le temps des tournées, elle était vraiment dans le speed, dans plein d'émissions, et puis voilà, quand vous êtes connu, vous avez le jugement des gens, etc. Vous êtes tout le temps dans un truc très speed, assez particulier d'ailleurs, qui n'est pas forcément fait pour l'être humain d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de naturel là-dedans, bien évidemment. Et donc, elle en a beaucoup souffert, c'est même pas je crois, c'est elle-même le dit, si vous allez voir certaines interviews, elle le dit qu'elle a qu'elle prenait beaucoup de médicaments, des choses comme ça, voilà, et je le dis c'est pas du tout péjoratif, voilà, chacun dans la vie a des moments comme ça, on est au fond du gouffre, et puis voilà, on fait avec ce qu'on a, et puis elle a fait avec ce qu'elle avait. En tout cas, c'était une période très dure pour elle. Heureusement, elle s'en est sortie, voilà, très important, heureusement, elle a réussi à s'en sortir. Je sais que c'était quelqu'un de très apprécié, que ça aurait fait de mal à beaucoup de gens, qu'elle s'enterre là-dedans. Elle est revenue en 2009 avec l'album SOS. Alors on sait qu'elle était pas tout à fait, voilà, elle était encore pas bien à ce moment-là. Moi j'ai beaucoup suivi ces interviews. Je sais qu'elle était encore pas tout à fait bien. Changement de vie, etc. Voilà, album assez mélancolique d'ailleurs. SOS. Bon, je vous l'ai dit, je suis pas fan de ces albums, mais allez écouter, vous voyez l'ambiance, c'est assez plus froid, moins festif qu'avant, bien évidemment. Donc c'est important, voilà. Diams a un tournant de sa vie, d'ailleurs peu après, elle arrêtera la musique. On le sait, elle changera de vie radicalement, elle déménagera même, je crois qu'elle vit plus en France, voilà, vraiment changement de vie radical. Alors après, quoi qu'on en pense, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent aussi son changement de vie, je pense que l'important c'est qu'elle soit heureuse, quoi. Voilà, je pense qu'elle a vécu quand même des choses assez intenses, comme je vous l'ai dit, par rapport à tout ça, elle allait pas bien du tout. Je pense que l'important c'est qu'elle aille bien et qu'on se souvienne d'elle comme quelqu'un d'important, qui était une superbe rappeuse. Voilà, je vais pouvoir en parler juste après, approfondir un petit peu, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, parce que voilà, vraiment j'entends des choses aberrantes, je vais pouvoir revenir dessus après, même sur Diams ou sur les blancs dans le rap en général. Voilà, je pense qu'on va remettre quelques pendules à l'heure, ça prendra pas 1000 ans, vous inquiétez pas. Voilà. En tout cas, Diams se rappelait d'elle comme quelqu'un de bon, voilà, qui était très aimable. Voilà, les gens l'appréciaient beaucoup, c'était quelqu'un de très humain.
Et malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire à droite à gauche, bah voilà, qu'elle soit commerciale ou pas, je sais pas quoi, c'était une excellente rappeuse. Et du coup, ça va me permettre donc de rebondir sur certaines choses que j'entends actuellement ces dernières années dans le rap, on va dire dans les émissions, podcasts autour du rap ou dans certains reportages, des trucs, certaines aberrations que j'entends. N'oubliez pas qu'on s'écoutera un petit freestyle de Diams à la fin, voilà, histoire de clôturer, de faire la synthèse. Et voilà, alors je précise avant de commencer à développer tout ça que moi, ça ne me fait absolument pas plaisir de rentrer dans ce genre de choses, dans tous ces sujets-là. Vous savez que j'ai beaucoup de colère sur certains trucs que j'entends. Je me permets de rebondir dessus, je vais le faire là juste après. Sachez que ça ne me fait pas plaisir, j'aimerais ne parler que de musique. Mais voilà, il y a des choses vraiment trop ouf que j'entends, trop graves, et je pense qu'il faut rebondir dessus. Et je ne le ferais pas aussi d'ailleurs si certaines personnes du rap prenaient position et réagissaient en fait. C'est juste qu'il y a beaucoup de propos qu'on entend qui passent, voilà, il y a certains discours qui passent tout seuls, sans qu'il y ait de réaction. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'un petit gars comme moi, humblement, avec sa petite chaîne YouTube, se permet d'en parler. Voilà, je précise avant de le dire que certains disent oui, tu pars dans la politique, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas de parti politique, je vote pour personne, je suis derrière personne, personne n'est derrière moi, j'ai rien à vendre. Donc voilà, je le précise avant de commencer, c'est important. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'il y avait beaucoup de gens, enfin beaucoup. Quelques personnes qui disent que Diams a percé parce qu'elle était blanche, donc ça, bon, je suis déjà revenu dessus, j'ai expliqué la dimension commerciale de son succès, etc. Si vous prenez sa carrière, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse pendant des années. Si vous regardez, elle a commencé au milieu des années 90, elle a percé en 2003-2004, donc voilà, il y a quand même un gros parcours. Son premier album qui marche pas, enfin voilà, je veux dire, c'est vraiment erroné de dire ça, mais désolé d'insister, mais c'est vraiment erroné. Et puis surtout, ce qui m'interpelle, c'est que la plupart, en tout cas moi, les gens que j'ai entendus dire ça, donc c'est soit des journalistes ou des chroniqueurs ou alors ou même des rappeuses. Voilà, j'ai entendu des rappeuses dire ça. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que aucune de ces personnes-là n'a le talent de Diams en fait. Ils sont tous là à dire elle a percé parce que ceci, parce que cela. Alors c'est pas méchant, voilà, je suis pas là pour vexer les gens ou je ne sais quoi, mais remettez-vous en question, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas le quart du talent de Diams. Je veux dire, en freestyle, elle vous aurait bouffé tout cru, quoi. Je suis désolé, au microphone, Diams, elle était hyper forte et on va le voir dans le freestyle à la fin de toute façon. En tout cas, Diams, je veux dire, en l'occurrence, parce que je vais pouvoir aussi parler de gens qu'on met extrêmement en avant alors qu'ils n'ont pas énormément beaucoup de talent, ça je vais pouvoir en parler après. Mais Diams, je suis désolé, même s'il y avait une dimension commerciale, elle avait du talent et ça c'est indéniable. Donc faciliter les choses, à dire oui, grâce à sa couleur, elle a percé comme ça, je trouve ça un petit peu facile. Et malheureusement, ça a rejoint en fait une certaine condescendance en fait qu'il y a depuis un moment. Alors encore une fois, pas de la part de tout le monde, mais de certains qui ont une certaine condescendance à l'égard des blancs, vulgairement, voilà, en tout cas des gens d'origine européenne et qui font du rap. Ça, il y a une certaine condescendance, comme si c'était quelque chose de rare ou d'extraordinaire, ou alors voilà, dès qu'un blanc marche, c'est qu'il y a une raison annexe ou je ne sais quoi. De toute façon, on le voit, même avec l'année du hip-hop dont j'ai parlé juste avant, ils avaient même fait une catégorie Babtou de l'année. Voilà, je me souviens, il y avait un Renoir qui était venu avec une perruque blonde pour remettre le prix, etc. Enfin voilà, vraiment, c'est tout cet esprit-là, en fait. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je fais de la musique aussi. Le genre de phrase, pour un Babtou, t'es chaud. Pour un Babtou, tu rappes bien. Voilà, ça m'est pas arrivé archi souvent non plus, je n'exagère pas, voilà, je veux pas dramatiser, mais ça m'est arrivé quand même quelques fois. Et c'est vrai que cette phrase, je la trouve intéressante quand même. Alors bien évidemment, ça part d'un point de vue, ça part d'une bonne intention de la personne qui me dit ça. Voilà, les gens qui m'ont dit ça ne sont pas venus en mode, au contraire, c'est plus un compliment dans leur bouche. Mais si on va en profondeur, c'est assez dur, je trouve. Et je suis loin d'être le seul. Voilà, c'est vraiment, lui, pour un blanc, oh là là, c'est exceptionnel. Voilà, imaginez 2 minutes que j'aille voir je sais pas moi, un noir qui fait du violoncelle. Tac, tac, il est là sur scène, il fait son solo de violoncelle et tout ça. Et puis je vais le voir à la fin, je lui dis, ah bah dis donc, pour un noir, t'es chaud. Vraiment, je suis agréablement surpris. C'est incroyable. Enfin, voilà.
le malaise total, quoi. Je suis désolé, c'est malaise city, quoi. Je veux dire, donc faut peut-être arrêter et réfléchir avec ce genre de choses, en fait. Comme si... Et puis ça revient à des clichés racistes, de toute façon. Ça veut dire quoi? Parce que t'as plus de mélanine que moi, donc t'as une disposition rythmique supérieure à la mienne, en fait. T'es plus adapté à tout ce qui tourne autour de la musique et au rythme que moi, en fait. Enfin, c'est quoi ces trucs-là, en fait, quoi? Donc le noir, il danse bien, il chante bien, et le blanc, il faut qu'il fasse autre chose. Enfin, c'est quoi le truc, en fait? Et on baigne là-dedans, malheureusement. Et ça rejoint un petit peu voilà, ce qu'il y a sur Diams. C'est-à-dire, voilà, un blanc dans le rap, bah, c'est forcément extraordinaire, quoi. Et vice-versa, dans ce que j'ai dit, dans l'exemple que j'ai donné, voilà, un noir qui jouerait super bien du violoncelle, ce serait forcément extraordinaire. Ouais, faut arrêter. Et d'ailleurs, ça rejoint beaucoup ce qu'on entend ces temps-ci, depuis ces dernières années, sur toute l'appropriation culturelle, vous savez. Ça aussi, c'est un discours que j'entends beaucoup, malheureusement, et qui n'est pas beaucoup contrecarré. Donc c'est pour ça aussi que je prends la peine d'en parler aujourd'hui. Ça m'ennuie d'en parler, vraiment, ça me fait pas plaisir, mais voilà, j'en parle. Tous ces trucs d'appropriation culturelle, donc, qui nous disent que donc, les Blancs qui font du reggae ou les Blancs qui font du rap... sont des voleurs, ou je sais quoi. Ou par rapport au rock aussi, j'entends énormément de choses par rapport à Elvis Presley, par rapport aux Beatles. Je suis désolé. Pareil, quand vous aurez le quart de leur talent, vous pourrez aussi critiquer, voilà, dire que c'était des voleurs ou je ne sais quoi. Bon, bah déjà, faites le quart de ce qu'ils ont fait. Au niveau talent, je parle. Je parle même pas de vente, pardon, ou de je ne sais quoi. Je parle juste de composition musicale et de talent musical, mais bon, ça aussi, je vais pouvoir en parler. Enfin, voilà, plein de choses. Et pareil, c'est aberrant, en fait, parce que... Voilà, je fais exprès de prendre des contre-exemples parce que ça met les gens en face de leurs contradictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Teddy Riner, il peut pas faire de judo? Clarisse Agbenienou, elle peut pas faire de judo? Enfin, c'est quoi? Parce que ça a été inventé au Japon. Clarisse et Teddy, ils sont pas japonais, il me semble. Je suis désolé. Imaginez les Japonais en train de dire à Teddy ouais, t'es un voleur, tu nous voles notre culture, s'il te plaît, rends la place, rends ta médaille, parce que t'es pas un vrai. Ça veut dire, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, Teddy est extrêmement apprécié au Japon. C'est une star là-bas. Voilà, je le dis au passage. Donc je suis désolé. On est dans un truc où on essaie de dire, et un truc profondément raciste d'ailleurs, on essaie de dire telle discipline ou tel style de musique, bah, c'est pour toi, et telle discipline, tel style de musique, c'est pour toi. La vie, elle est plus... Et ça me tue d'avoir à le dire, d'ailleurs. Vraiment, je me sens même ridicule de le dire. Mais bon, j'ai l'impression qu'il faut le dire, voilà, parce que c'est une parole qui circule beaucoup. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Et d'ailleurs, c'est pas que envers les Blancs. Il y a un chanteur de soul, d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais un chanteur de Corée du Sud, qui vient de Corée du Sud, donc qui est asiatique, voilà, de fait, et qui est un chanteur de soul, qui chante divinement bien. Et bah, pareil, lui, sur les réseaux, il s'est fait prendre en polémique, en mode, quoi, c'est de l'appropriation culturelle, ils volent la musique des Noirs, entre guillemets, enfin voilà, des trucs qui sont ridicules, des trucs absurdes, mais qui passent. Voilà. Moi, je l'entends, je vais pouvoir y venir, d'ailleurs donner un exemple concret juste après, mais dans beaucoup d'émissions, podcasts, etc., de débats, j'entends des trucs comme ça, des gens qui vraiment remplacent toute la dimension sociale, on va dire, par la dimension raciale. Voilà, c'est un truc, on n'entend plus du tout parler justement d'individus, en fait, qui ont leur histoire et qui vivent leur vie par rapport à la musique, qui marche ou pas, qui soit connue ou pas. Mais la musique, ça permet de vivre à plein de gens. Je parle pas financièrement, je parle de la foi, le cœur, voilà, l'énergie. La musique, ça donne la foi à plein de gens, quelle que soit leur couleur de peau, et c'est ça qui est important. Et toute cette dimension sociale, elle est vraiment délaissée pour laisser place au racial. Et je vais donner un exemple concret, voilà, que j'ai entendu il y a pas longtemps dans une émission. Comme ça, vous verrez que c'est pas des choses... Je ne fais pas de fixette ou je ne suis pas dans le fantasme. Vous verrez que c'est des choses vraiment qui arrivent... c'est des propos vraiment qu'on entend réellement. Récemment, dans une émission de débat, en fait, donc c'est une émission de débat qui souvent est axée autour du rap, du hip-hop, etc., sur YouTube et tout, j'étais tombé là-dessus. Et donc, je la fais rapide, mais le thème de l'émission, c'était est-ce que le hip-hop et le rap a permis aux gens de s'émanciper, voilà. Est-ce que le hip-hop et le rap a permis à certaines personnes de s'émanciper, voilà. En gros, c'était ça. Et donc, au fil de l'émission, il y a l'un des intervenants, parce qu'ils sont plusieurs autour de la table, tout ça, et il y a l'un des intervenants qui commence à s'exprimer. Donc, il commence sa phrase. Il commence à dire oui, effectivement, le hip-hop, ça a permis à des gens issus des quartiers populaires de trouver leur voie, de faire des choses, etc.
Et donc, il a même pas le temps de finir son propos, donc il se fait couper la parole par l'une des intervenantes de l'émission. Donc, elle lui coupe la parole et elle lui dit quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, je faisais des bons partout. Elle lui dit, j'ouvre les guillemets, non, non, on va pas parler de quartier populaire, on parle de gens racisés, issus de l'immigration, c'est la vérité, on va mettre les mots qu'il faut. Je ferme les guillemets. Alors cette phrase, elle m'a quand même fortement interpellé. Alors déjà, il faudrait définir ce que signifie racisé. Hein, voilà, racisé, qui est un mot que je déteste. Hein, voilà, c'est vraiment un mot... pour moi, c'est une arnaque, hein, ce mot, clairement. Mais bon, si on regarde la définition, en gros, quelqu'un de racisé, c'est quelqu'un qui est renvoyé à sa couleur de peau, à son origine, en gros. Voilà, c'est quelqu'un qui peut subir des discriminations raciales. Alors, faudrait voir si un blanc qui se fait traiter de sale gouère, est-ce que ça en fait un racisé? Je sais pas, je lance des pistes, mais je vais pouvoir en parler de ça après aussi, parce que, voilà, désolé, il y a beaucoup de choses à développer, mais on vit dans une époque assez dingue. Donc voilà, déjà, il faudrait définir ce que veut dire racisé. Issu de l'immigration, alors... Issus de l'immigration, si le hip-hop n'a permis qu'aux gens issus de l'immigration de s'émanciper, ou en tout cas de trouver leur voie, ou de trouver une lumière dans leur vie, ça me paraît quand même fortement erroné. Alors, et assez ingrat aussi pour beaucoup d'acteurs de cette culture, en tout cas pour le hip-hop en France. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont pas au courant que la France, c'est pas les États-Unis. En fait, on vit pas en... Enfin, alors, j'espère qu'on tend pas là-dessus, parce qu'avec le temps, évidemment, on tend vers un communautarisme. Mais bon, traditionnellement, on n'est pas là-dedans. Voilà, on est mélangé, on va dire, hein, clairement. Dans le hip-hop français, il y avait ce qu'on appelle, hein, des Français de souche. Je suis désolé. Voilà. Pour ne prendre l'exemple que de Dynasty, par exemple. Voilà. Et si on prend la phrase de cette intervenante là que je viens de citer, Dynasty, il me semble qu'il n'est pas issu de l'immigration, voilà, sauf erreur de ma part, hein, voilà, désolé si je me trompe. En tout cas, voilà, il est blanc, hein, pour parler vulgairement, parce que bon, je pense pas que cette intervenante englobait les blancs issus de l'immigration aussi, ça c'est aussi un autre débat, hein, bien évidemment. Je suis désolé, je pense pas que cette intervenante ait fait beaucoup plus pour le hip-hop que Dynasty. Voilà. Ça commence à être... voilà, que certaines personnes soient effacées de l'histoire et minimisées au nom d'une quête d'identité ou je ne sais quoi, ou de revendication identitaire ou je ne sais quoi. Ça commence à être gonflant. C'est-à-dire que Dynasty... Alors, c'est pas le seul, hein, qui a fait des choses pour le hip-hop. Hein. Mais déjà, si vous retirez Dynasty de l'histoire, il y a un gros vide. Voilà. Je pense qu'il manque une grosse pièce du puzzle et c'est rien de le dire, c'est vraiment rien de le dire. Donc, pour ne citer que lui, hein, voilà, je pourrais aussi parler des Nec Plus Ultra, hein, voilà, parce que on en revient à la même chose en fait. Dynasty était parmi les meilleurs dans les DJ, si ce n'est le meilleur de sa génération, on la rentre dans un autre débat. Mais je suis désolé, on parle des Nec Plus Ultra aussi, qui étaient tous d'origine européenne aussi, et tous issus de quartiers populaires. Chic, c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Moi, tous les gars de sa génération me disent que c'était le meilleur en beatbox. Il y en a même qui me disent qu'il était meilleur que Doogie Fresh. Je suis désolé. Noël, qui était un danseur excellent, c'était un tueur en breakdance et en jazz rock. Richie, qui était excellent en rap. Voilà, je veux dire, ceux qui veulent coller des histoires de mélanine et surtout dire que il n'y avait pas de blanc, parce que ça revient à ça, hein, sa phrase, hein, je suis désolé, et c'est des trucs que j'entends de plus en plus, il n'y a pas qu'elle, hein, c'est des trucs où on veut enlever les blancs de l'histoire du hip-hop français. En fait, les gens vont croire que je fais une fixette, mais non, en fait, c'est juste que on nous abreuve de discours à droite à gauche, au bout d'un moment, il faut bien réagir, je suis désolé. Et puis la finalité de tout ça, c'est quoi en plus? Enfin, je vois pas où ils veulent en venir, ceux qui tiennent ces propos-là, en fait. C'est quoi? Parce que... Voilà, parce que tu as un taux de mélanine plus élevé, tu es plus hip-hop que Dynasty, plus hip-hop que Chic, plus hip-hop que Noël, plus hip-hop que Richie. Vous avez fait plus de choses pour le hip-hop que ces gens-là, qui d'ailleurs ont été souvent effacés de l'histoire. Hein. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose d'important. Ils ont été souvent effacés de l'histoire, et en plus, pour en rajouter une couche, il y a des gens pour dire que des blancs dans le rap français, ou dans le hip-hop français, pardon, il n'y en avait pas. Je veux dire, si on prend le graffiti, je suis désolé, le milieu du graffiti, il y avait là les blancs, je suis désolé. Enfin voilà, hein, c'est un fait. Le graffiti le tag a fait beaucoup pour le hip-hop. Hein, c'est en partie grâce au graffiti et au tag que le hip-hop a pu tenir en France. On va enlever tous ces gens-là aussi, sous prétexte que leur taux de mélanine est trop faible. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de quartier populaire, comme je l'ai dit, c'était très mélangé. D'ailleurs, même les gens du rock alternatif ont aidé certaines personnes du hip-hop.
Ça, il faut le savoir, hein. EGM, il pourrait vous en parler. Maître Madj, il pourrait vous en parler. Doudou Masta pourrait vous en parler. Il y a eu un vrai mélange. Je suis désolé, les gens qui veulent nous faire croire qu'il y avait les noirs d'un côté et les blancs de l'autre, c'est pas vrai. En tout cas, dans le hip-hop français, c'est pas vrai. Les gens du rock alternatif ont beaucoup aidé. Il y a eu beaucoup de ramifications. Pareil avec le mouvement Raga, même s'il y avait les blancs étaient minoritaires, hein, dans le mouvement Raga, si on prend la chose. Mais pareil, il y a eu plein de mélanges en fait, parce que les gens du rock alternatif et les gens du Raga avaient déjà des structures. Ils ont beaucoup aidé le hip-hop français. Ça, c'est important de le dire. Il y a eu des mélanges tout le temps. Et même au sein du hip-hop français, comme je vous l'ai dit, c'était mélangé. On parle des années 80. Et même au niveau des quartiers populaires, c'était hyper mélangé. Donc, faut arrêter. Et je suis pas pro métissage ou je sais pas quoi. Je dis pas qu'il faut absolument se métisser, se mélanger, je sais pas quoi. Qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais si on fait de l'histoire, hein, entre guillemets, je suis désolé, le hip-hop français et même les quartiers populaires, en tout cas si on parle de la banlieue parisienne par exemple dans les années 80, bah, y avait beaucoup de blancs, voilà, n'en déplaise à certains, je suis désolé que ça vous dérange, mais c'est un fait. Et puis surtout, voilà, ceux qui disent ça, vous n'avez pas le quart du talent de Dynasty. Voilà, pour revenir sur Dynasty, c'est un exemple, hein, voilà. Mais ça revient à ce que je disais sur Diams, hein, de toute façon. C'est des gens qui parlent de couleur de peau toute la journée, mais qui font rien de spécial en fait. Je pense pas que la journaliste qui a dit cette phrase par exemple s'illustre, voilà, je pense pas qu'elle rappe, je sais pas si elle a déjà tagué, je sais pas comment elle danse, bon voilà. Mais bon, c'est des gens qui veulent monter, je pense, voilà, c'est un petit peu à la mode, hein, d'avoir ces propos là, voilà. Mais c'est malheureux parce qu'ils effacent des gens de l'histoire et ils mentent aux gens. Voilà, donc alors on peut tous faire des erreurs, hein, moi le premier, ça m'arrive aussi de m'exprimer de manière un peu trop émotive, voilà, j'essaie de m'améliorer là-dessus. C'est des choses où on grandit, mais je suis désolé, faut pas non plus effacer les gens de l'histoire et dire des bêtises. Voilà, ça c'est important, sous prétexte qu'on est fier de sa couleur. Faut pas tout mélanger. Mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on ressent, hein, dans plein d'événements. C'est ce que je reprochais aux Flammes, hein, de toute façon, à la cérémonie Les Flammes. C'est ce que je reprochais, c'est que ça se drape c'est-à-dire c'était estampillé cérémonie populaire. Voilà, ils ont utilisé le terme hip-hop à tort et à travers dans tous les sens. Voilà, c'était estampillé populaire et hip-hop. Voilà, bah pareil, bah, y avait rien de populaire, il y avait rien de hip-hop. Enfin, je suis désolé, c'était très, très communautaire. On l'a vu, hein, je veux dire, Mokobé qui a dit que c'était une cérémonie africaine. Voilà, l'intro foireuse de Fari, hein, comme j'en ai parlé, hein, voilà, avec son truc foireux sur Vianney, là, je sais pas quoi, sur l'autre France qu'on ne verrait pas assez, etc. La vanne sur les producteurs blancs et juifs qui seraient là pour carotter les artistes, hein, toujours, hein, le grand cliché. Hein. Alors après, comme je l'avais dit, hein, moi je peux rire de tout, hein, mais bon, quand c'est pas drôle et qu'on sent que ça insiste, qu'à chacune de ses apparitions, il insiste là-dessus. Je veux dire, c'est tout le temps la même chose, toujours, voilà, toujours pour dire qu'il a pas vu assez de noirs dans la salle, hein, toujours le truc avec salut les blancs et compagnie. Bon, voilà. Désolé, hein, mais c'est redondant et on n'y échappe pas, surtout. Voilà, on ne peut pas, même en essayant de ne rien voir de tout ça, on n'y échappe pas, que ce soit sur les réseaux, etc. Donc désolé de rebondir là-dessus. Mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti comme ambiance, en tout cas, voilà, dans la cérémonie Les Flammes, et c'est ce qu'on leur reprochait, et c'est ce qu'on ressent dans pas mal de trucs. Bah, d'ailleurs, ironiquement, la journaliste, l'intervenante dont je parlais, juste avant, faisait partie du jury des Flammes, d'ailleurs. Donc je commence à mieux comprendre l'ambiance, on va dire. Voilà, je commence à mieux saisir. Et c'est quelque chose, malheureusement, qui est en train d'infiltrer le hip-hop, quoi. C'est vraiment quelque chose que je ressens, et même pas que le hip-hop et le rap, hein, voilà, même les médias mainstream, hein, c'est en train de s'infiltrer. Vous savez, tout cet esprit communautariste, en fait, qui nous parle, qui disent que les métis sont des vendus, ou qui nous parlent de bounty, qui nous disent, voilà, lui c'est un bon noir et lui c'est un mauvais noir. Hein, voilà, vraiment, enfin, on a vraiment régressé ces dernières années, je trouve. Voilà, des gens qui nous parlent de race, des gens qui nous mettent en compétition aussi. On l'a vu avec Gims, hein, dernièrement, hein, le truc de oui, nous les Noirs, on a déjà fini le jeu. En gros, les Européens, ils n'ont rien inventé, ils ont tout piqué à l'Afrique, etc. Enfin voilà. Alors après, bien sûr, ça a des origines, tout ça. Hein. On se souvient de la phrase de Sarkozy qui disait que les Africains n'étaient pas assez rentrés dans l'histoire. Voilà, en fait, voilà, chacun se tire la couverture et on s'en sort pas, en fait. Et je sens que c'est en train vraiment d'infiltrer les médias, et donc, par conséquent, les événements rap et estampillés hip-hop. C'est quelque chose qu'on voit aussi, d'ailleurs, hein, pour donner des exemples concrets, hein, voilà, toujours. Hein, on le voit d'ailleurs avec la hiérarchisation des différentes formes de racisme. Hein. Il y a des gens aujourd'hui qui nous expliquent ouvertement qu'un mec qui se fait traiter de sale blanc, c'est moins grave qu'un mec qui se fait traiter de sale noir, quoi. Voilà, en gros,
mon histoire, elle est plus grave que la tienne, donc voilà, si tu te fais traiter de sale blanc, mets-la en veilleuse quand même. Voilà, ok, c'est raciste, mais bon, tu vas quand même pouvoir trouver un travail facilement, tu te feras pas discriminer à l'embauche ou au logement, donc la ramène pas trop, s'il te plaît. Enfin voilà, on est là-dedans. Je veux dire, on est à South Park, voilà, vraiment, pour ceux qui voient un peu le personnage principal PC, voilà, on est là-dedans, en fait. Et vraiment, moi, ça me rend fou, des fois. Vraiment, ça me rend dingue de voir dans quelle époque de dingue on vit, quoi. Et surtout, parce que c'est une minorité, hein, les gens qui disent ça, mais quand ils le disent, il n'y a personne pour monter au créneau. En tout cas, dans le milieu du hip-hop et du rap. Je le ressens, en tout cas. Toute cette mentalité-là, donc qui dit à des gens qui se font traiter de saleware que ce qu'ils viennent de vivre, c'est pas grave. En gros, et en plus, voilà, vous pensez qu'il va se passer quoi dans la tête de ces gens-là, en fait? Ou même au niveau des enfants, hein, si vous prenez deux enfants, l'un qui traite l'autre de sale noir, l'un qui traite de sale blanc, et vous allez lui dire non, mais toi c'est plus grave parce que t'es blanc, hein, et quelque part t'es un dominant, donc voilà, par nature, hein, donc voilà, ferme-la s'il te plaît. Vous pensez qu'il va se passer quoi dans la tête de ces gens-là? Vous pensez qu'ils vont se diriger vers quoi? Et puis en plus, après, vous allez vous plaindre quand ils vont se diriger vers des groupuscules identitaires, des trucs d'extrême droite. Voilà, vous plaignez de la montée du RN, etc. Mais réfléchissez un petit peu aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui développent ces idées-là, qui disent que le racisme envers les Blancs n'existe pas ou que ce serait pas du racisme. Je pense que vous êtes les meilleurs alliés de ceux que vous prétendez combattre, en fait. Vraiment. Limite, si j'étais complotiste, on pourrait croire que vous êtes payé par ces gens-là, presque, parce que je pense que vous leur rendez un fier service. Et pareil dans la hiérarchie des souffrances, hein, voilà, on a toujours, ça revient à ce que je dis, hein, voilà, c'est le noir qui va dire au blanc, non, toi, mon histoire, elle est plus grave que la tienne, donc si tu te fais traiter de sale blanc, c'est pas grave. Le juif qui va arriver à dire au noir, non, mon histoire, elle est plus grave que la tienne, donc si tu fais traiter de sale noir, c'est pas grave. Voilà, et on finit quand, en fait? Voilà, on n'en finit jamais. Alors que si toutes les communautés, entre guillemets, si on peut parler de communautés, parce que bon, il y a énormément de métis en France, hein, ça on l'oublie aussi, hein, voilà, c'est quelque chose, on les oublie tout le temps, hein, les métis. Si on était tous, alors ça va faire bisounours, mais voilà, si on était tous unis contre le racisme tout court, en fait, qu'on arrêtait de faire des hiérarchies, etc., là oui, là on pourrait, je pense qu'on pourrait tenir un truc là. Voilà, si on travaille avec ça avec les enfants, dès l'école primaire, voilà, je pense qu'on améliorerait certaines choses. Mais bon, c'est sûr, c'est plus facile d'entrer dans ce genre de truc, de diviser les gens, de monter les gens les uns contre les autres, parce que c'est hype. On le voit bien aussi, c'est hype, hein, ça marche bien aujourd'hui. Il y en a qui, grâce à ça, font des couvertures de magazines, sont invités partout. Voilà, c'est sûr que c'est hype. Mais en attendant, vous mettez de l'huile sur le feu. Il ne faudra pas venir se plaindre après. Voilà, c'est juste ça. Il ne faudra pas venir se plaindre quand les conséquences arriveront. Et quand je dis ça, je m'adresse à tous les gens de n'importe quelle couleur, hein, parce que les gens pourront croire que je m'adresse qu'aux noirs ou je ne sais quoi. Non, il y a beaucoup de gens qui tiennent ce genre de discours et qui sont blancs, hein, je vous le dis. Hein. De toute façon, bon, on est en France, hein, c'est le pays des gens qui se détestent, hein, on le sait, hein, le nombre de blancs qui vraiment ont honte d'être blancs, c'est assez incroyable, ou qui ont honte d'être français, voilà, c'est assez incroyable. De toute façon, voilà. Mais de toute façon, tout ça relève d'une certaine condescendance, hein, de toute façon, quelle que soit la couleur de peau des gens. Hein, on est vraiment dans la condescendance et le racisme le plus crasse. C'est aberrant, en fait. Et ces gens-là s'en rendent même pas compte qu'ils sont dans un mépris total, dans une condescendance totale. Et voilà, ils font exactement ce qu'ils prétendent, ils reproduisent exactement ce qu'ils prétendent combattre, quoi. Et ça me tue qu'ils s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte. Et vraiment, voilà, désolé, je sais qu'on s'est un peu éloigné de la musique, mais vous allez voir, tout se rejoint, toute cette essence-là fait que je parle de ça aujourd'hui. Voilà. Et encore une fois, ça me fait pas plaisir. Je l'ai précisé au début. Et pour terminer donc là-dessus, avant qu'on s'écoute le freestyle de Diams, hein, bien évidemment, j'aimerais, voilà, pour conclure, qu'on fasse attention. Alors, je dis ça très humblement. Voilà, je suis pas un prêcheur. Chacun fait ce qu'il veut. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je mets en garde quand même par rapport à ça. Il faudrait qu'on fasse attention à pas se faire carotter encore une fois. Alors moi, j'étais pas né, hein, quand c'est arrivé, mais qu'on se mange la même carotte qu'avec SOS Racisme, en fait. Voilà, vous le savez, SOS Racisme, le Parti Socialiste, c'est un petit peu gavé, voilà, sur le mouvement hip-hop, hein, on peut le dire. Hein, voilà, ils ont récupéré des artistes, ils ont pu créer plein d'événements et monter, du coup, hein, monter politiquement, on le sait très bien. Puis voilà, de toute façon, il y a là les gens, des gens qui étaient là à cette époque-là. Moi, tout le monde me dit que SOS Racisme et le Parti Socialiste, c'était une carotte. Hein, voilà. Allez vous renseigner, hein, moi, tout le monde me le dit.
Et à savoir, donc SOS Racisme était complètement là-dedans, c'est-à-dire dans l'exaltation des origines. Vous savez, la France c'est mal, hein, surtout, voilà, les origines c'est bien. Voilà, bah, c'est ce qui a fait qu'on a renommé la marche contre le racisme. Hein, vous savez, la fameuse marche de 83, c'est pour ça qu'on l'a renommée vulgairement la marche des beurs. Hein, voilà, le truc le plus condescendant, pareil, voilà, on est tout le temps dans ce truc-là. Et du coup, j'aimerais qu'on se mange pas la même chose actuellement, en fait. Ce serait pas mal, parce que je sens qu'il y a des discours très proches de ceux de SOS Racisme, quand on analyse, qui sont en train de se reproduire là, comme les propos de la demoiselle dont je parlais tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire oui, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, etc. Et puis, etc., etc. Exaltation des origines dans tous les sens. Et on délaisse totalement le côté social. C'est ce qu'a fait SOS Racisme. Voilà, intéressez-vous à l'histoire à toute cette histoire. C'est à partir de ce moment-là où la gauche a commencé à quitter voilà, tout ce côté ouvrier, social, populaire, pour quelque chose de plus ethnique, on va dire. Voilà, et ça rejoint tout le clientélisme, voilà, toute cette condescendance, cet opportunisme. Voilà, faut vraiment qu'on fasse attention. Et j'espère que les gens, bah, quand ils entendront ce genre de discours, ils seront là pour réagir en tout cas, pour les mettre en face de leurs contradictions, pour réagir, pour leur dire non, bah voilà, t'as dit ça, mais voilà, je te montre par A plus B que là, ce que tu dis, c'est une erreur, etc. Et voilà, les empêcher de manipuler les gens. Et pour ceux qui me diront, hein, voilà, les gens très ouverts, hein, qui me diront que le racisme est un sujet qui me dépasse parce que je suis d'origine européenne, etc. Bon, voilà. Vous me connaissez pas, voilà, vous savez rien de mon vécu, vous ne connaissez pas l'histoire de ma famille. Voilà. Et puis, pareil, hein, renseignez-vous sur l'histoire des immigrés européens. Moi, je suis d'origine italienne, je peux vous dire que les Italiens n'ont pas été épargnés par le racisme et les discriminations. Hein. Allez vous renseigner, mais je sais que ça aussi, ça peut vous dépasser pour le coup. Voilà. Je sais qu'il y en a qui veulent pas l'entendre. Mais voilà, comme disait Osmose l'autre fois, hein, c'est la nature humaine contre la nature humaine. Hein, le racisme est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Donc voilà, c'était le petit chapitre social, entre guillemets, on va dire. Voilà. Je sais que j'ai été un peu long, mais comme je l'ai dit, hein, ça me fait pas plaisir de parler de tout ça. Mais voilà, je vois personne d'autre le faire, donc je le fais humblement à mon petit niveau. Donc pour revenir à la musique quand même, histoire de faire aussi une petite clôture par rapport aux rappeuses françaises, et puis pour rester un petit peu dans tout cet esprit-là, par rapport à ce que je disais sur Diams, hein, que les gens parlent de sa couleur, etc. C'est vrai que dans la musique, on a tendance aujourd'hui à être très obsédé par l'apparence. Hein. C'est, voilà, comme je l'ai dit, par rapport à la couleur blanche de Diams, ou des gens qui sont obsédés par le fait, oui, là on voit trop de blanc, là il n'y a pas assez de noir, etc. Ou l'inverse, hein, d'ailleurs, ou comme les gens qui nous disent qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de football, etc. Voilà. Comme je l'ai dit, hein, le racisme il est partout, l'obsession est partout, il n'y a pas un camp meilleur qu'un autre, hein, ça c'est clair. Mais pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'apparence, et même de termes en termes de jolie, voilà, un tel elle est belle, elle est jolie, etc. pour parler des rappeuses, hein. Mais on nous parle de moins en moins du talent, en fait. On parle de moins en moins de talent et de passion. Parce que c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. Si on regarde les médias, les gros médias mainstream, etc., ou la cérémonie, comme la cérémonie Les Flammes et tout ça, les trucs vraiment qui font du bruit, quoi, qui ont une grosse exposition, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de passion, quoi. On nous parle plus vraiment de talent. Les artistes qu'on nous met en avant, bah, comme je l'avais dit, sont beaucoup autotunés, c'est-à-dire sur tout un morceau. Pareil, j'ai rien contre l'autotune quand elle est bien utilisée. Voilà, il y a des morceaux avec de l'autotune que j'adore. Et je suis désolé, voilà, sur tout un morceau, sur tout un album, et qu'après tu te dis chanteur, ou que les médias disent « oh là là, c'est un génie », etc. Bon, il y a un petit souci. Les chanteurs en playback aussi, voilà, ça je vais pouvoir en parler après. C'est quelque chose quand même qui me pose problème. C'est-à-dire que nous, on n'attend pas forcément, vu qu'on parle des rappeuses, on n'attend pas forcément la rappeuse providentielle, hein, parce que j'ai déjà entendu ça aussi, que les gens étaient trop exigeants et qu'ils attendaient la rappeuse qui allait comme le Messie, quoi. Non, en fait, parce que, alors déjà, les rappeuses talentueuses, elles existent déjà. C'est comme ce que je disais en fin de partie 2 quand je faisais les dédicaces. Hein, voilà, je veux dire, il y a des rappeuses qui sont là, qui déchirent, mais le souci, c'est qu'elles sont pas assez mises en avant. Alors, je suis désolé, les médias mainstream ne se penchent pas là-dessus. Alors, je suis pas naïf, je sais qu'avec les médias mainstream, il y a des enjeux d'argent, etc., que c'est autre chose, que c'est un business, je le sais. Sauf que le problème, c'est que souvent, ces mêmes médias mainstream se drapent dans une identité très hip-hop. Voilà, nous, pour l'amour du hip-hop, pour l'amour de la musique, de cette culture, etc. Bon, voilà. Il y a un petit paradoxe, quoi. C'est soit tu fais du business, soit t'as l'amour de la musique. Mais bon, les deux peuvent être compatibles, hein, mais bon, voilà. Quand tu mets en avant des gens
qui sont que sous autotune, qui chantent en playback, voilà, qui font des playbacks sur scène. Je parlais de Shai l'autre fois, hein. Voilà, Shai, c'est un parfait exemple. Alors les gens vont encore, voilà, je sais qu'il faut plus la critiquer maintenant, Shai. Faut la laisser tranquille apparemment. Je sais pas quoi. Alors Shai, elle a le droit d'exister en fait, hein. Shai, elle a le droit d'exister comme tous les artistes. Il y a pas de problème qu'elle fasse son truc. Moi, je la connais pas, j'ai rien de personnel avec elle, j'en ai rien à faire. C'est juste que il y a quand même un énorme malaise, et je le dis pour beaucoup de gens aussi. Il y a vraiment un énorme malaise quand on nous dit que la nouvelle rappeuse qui déchire, c'est Shai. Alors peut-être qu'il y en a qui sont contents parce qu'elle est pas blanche, hein, voilà, bah pour le coup, oui, elle est pas blanche. Mais je suis désolé. On l'a vu dans Les Flammes, hein. Moi, c'est ça qui m'a outré aussi avec Les Flammes, quoi. C'est qu'on nous la présente comme un... Oh là là, regardez, ça va être le feu. Alors que je suis désolé, elle chante en playback, quoi. Dans la rap, c'est mal vu. Je suis désolé. J'ai l'impression d'être des fois de dire des trucs, mais c'est mal vu, quoi. Je suis désolé, le rap, c'est une culture du live, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas de... Alors, à la limite, que tu aies une petite piste playback pour ton refrain si t'as pas de backer, à la limite, ok. Mais je veux dire, quand tu as une piste playback sur tout ton morceau, ou même que ton micro est éteint, et que c'est le playback qui fait le truc, non, il y a un truc qui va pas, je suis désolé. Et le malaise, il est là. C'est pas pour tailler Shai, c'est pas pour la rabaisser ou je sais pas quoi. Moi, je lui souhaite que du bien, qu'elle fasse sa vie, il n'y a pas de problème. Mais il y a un sentiment quand même de foutage de gueule, en fait, de la part des médias mainstream, voilà, notamment la cérémonie Les Flammes, c'est ce que je disais l'autre fois. Il y a un sentiment de ouais, là vous vous foutez de nous en fait, dans le sens où on sait qu'il y a des rappeuses qui déchirent, mais sous prétexte qu'elles font moins de vues et moins de streams que Shai ou autres, hein, voilà, peu importe, bah vous les invitez pas en fait, vous les mettez pas en avant. Il est là le problème. Donc arrêtez de nous parler de hip-hop et de passion musicale parce que je suis désolé, vous êtes là que pour les vues et les streams, les médias qui mettent tout ça en avant. Là, ça fait partie d'une industrie. Et après, moi, ça me dérange pas d'ailleurs. Ça peut exister, hein. Tout le monde a le droit d'exister. Les gens qui sont très business ont le droit d'exister. Mais encore une fois, ne vous drapez pas dans un truc, ouais, la culture, le hip-hop, etc. Parce que nous, on est hyper mal à l'aise, quoi. On est hyper mal à l'aise. Voilà, et je pense pas que ce soit une dinguerie de dire ça, voilà, je veux dire, parce que j'entends beaucoup aussi, oui, vous êtes jamais content, dès qu'il y a un truc, vous êtes jamais content, vous vous plaignez, je sais pas quoi. Alors déjà, nous, on n'a jamais demandé à ce qu'il y ait une cérémonie hip-hop. Je pense que la plupart des gens dans le hip-hop n'en veulent pas, déjà. Alors, je vais pas parler pour tout le monde, mais je pense vraiment que la plupart n'en veulent pas. Souvent, c'est mal fait, il y a une ambiance étrange, et en plus c'est pompé sur les Césars, sur tout ça, enfin c'est vraiment une ambiance très mondaine, voilà, je veux dire, c'est pas bon, je veux dire, il y a un truc qui va pas, et puis si en plus c'est pour nous mettre des artistes sous autotune, parce qu'il n'y a pas que Shai, hein, voilà, hein, pour ceux qui pensent que je fais une fixette sur elle, non, tout le long de la soirée c'était quasiment que ça, quoi, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Mais il y avait quand même, c'était que ça. Et Les Flammes, c'est un exemple. Voilà, je vais pas non plus tout mettre sur eux. C'est pas les responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui, bien évidemment. Mais c'était un exemple pour vous dire qu'on ressent cette ambiance, en fait. Cette ambiance où on parle de plus en plus de... Ouais, où on ressent un espèce de communautarisme, de trucs où on met les couleurs en avant, etc. Mais le talent, la substance et le social n'y sont plus. Voilà. Et c'est ça qui me chagrine un petit peu et qui chagrine beaucoup de gens. Voilà, j'essaie de l'exprimer de la meilleure des manières. Désolé si je le fais pas de la meilleure des manières. Mais bon, voilà, j'espère que les autres vont commencer à s'exprimer là-dessus, les autres médias, que les gens vont commencer à se réveiller, peut-être trouver des alternatives. Je sais pas. Voilà, c'est assez triste. Et je précise aussi d'ailleurs que, voilà, pour ceux qui pensaient que je suis là pour cartonner Shai, etc., je pense qu'elle pourrait aller très loin d'ailleurs. Si elle parce que moi je kiffe, comme je l'ai dit par rapport à Rolka et tout ça, moi je kiffe son côté sexy, etc., son attitude, etc. Il y a vraiment un truc. Il suffirait, voilà, je connais pas les gens qui l'entourent, hein, voilà, ça se trouve, ils y travaillent déjà, hein. Mais il y aurait un truc à faire. Si vraiment il y avait un vrai truc, voilà, déjà, enlever le playback, qu'elle rappe pas en playback. Vu qu'on parle des rappeuses, hein, voilà, je me permets, hein, c'est la thématique. Voilà, sans playback, elle envoie, et moi je serais le premier content, hein. Voilà, les gens qui pensent que je suis un rageux, un jaloux, je sais pas quoi, pareil, vous me connaissez pas, vraiment c'est mal me connaître, je vous le dis. Alors peut-être même si des fois je sais je peux être énervé, etc. Mais bon, comme je l'ai dit, j'essaie de m'améliorer là-dessus. Voilà, j'aime pas boire comme ça. Mais voilà, Shai, vraiment, je lui souhaite de pouvoir y arriver. Et je pense qu'elle peut y arriver. Voilà, c'est juste, enlève le playback, envoie, fais un morceau où tu rappes dur, voilà, même un morceau très commercial, hein, on s'en fout, mais voilà, où tu rappes, vraiment. Ce serait très fort. Et je dis ça à tous les artistes d'ailleurs, hein, vraiment, évitez les autotunes et les machins, on voit ce que ça fait quand,
quand ça s'arrête en plein concert, hein, c'est pas terrible. Donc voilà, désolé, je me suis un peu éternisé. Voilà, mais comme je l'ai dit, c'est des choses importantes. Voilà pour Diams, hein, je vous l'ai dit, ça rejoint un peu tout ça, même s'il y en a qui trouveront que j'ai été hors sujet, je sais pas quoi. Moi, je pense que tout ça, justement, est très relié. Voilà, est très relié, beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc voilà, big up à cet artiste immense qu'est Diams, vraiment artiste que j'adore. Comme je l'ai dit, je suis pas fan des albums, mais vraiment les freestyles, c'est de la bombe. Et puis d'ailleurs, on arrive au fameux moment où on va s'écouter ce fameux freestyle. Donc je crois que c'était sur Génération, c'était avec la Mafia Tressé. On se retrouve tout de suite parce que n'oubliez pas, je vais faire les petites dédicaces à la fin quand même pour les rappeuses que j'aurais pas abordées. C'est la moindre des choses. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Je précise donc que c'est juste Diams. Hein. J'ai pas laissé le passage de toute la Mafia Tressé, ça aurait été trop long, mais voilà, vous pouvez retrouver le passage sur YouTube. J'ai mis le carré. Donc c'est parti, c'est Diams en 97 en freestyle. Yeah. En mon quartier, mon crew prévoit tout et même les rats d'égout sont dans le coup. En cas de guerre, on nique tout en une fois. Quand Diams est dans la place, oh my god. Mon flow se fonde sur le fait de forêt se propage comme le feu de forêt dans les tympans. Même les tympans charge tout en tapant. Mon procédé déclenché, le proie c'est dépucé, penché sur le flot de la femme qui l'a percé. Il percé, moyen, huile doyen, tergiverse face à moi bien tendu, la langue bien pendue, rien n'est vendu. L'intouchable du trait s'est rendu, coupable à son aise, de l'inavouable sa fapette. Impalpable, même pas le palmarès du battant. Stop mon battant, pour lui hip-hop mon cœur battant. Pas secté comme un passé, t'es pas au niveau nigo. Faut fait, Diams t'a fait saisir le plaisir de pas faire un MC ainsi pour la Mafia Tressé. Non, Yannick est dans la place. Oh my god. Yeah, Mafia Tressé. Yeah, on vient de s'écouter un superbe passage du freestyle de Diams en 97. J'espère que ça vous a plu. Sur une instru des Beatnuts, hein, voilà, n'hésitez pas à aller fouiner. Vraiment magnifique. Et puis allez écouter le freestyle en entier. Hein. Il y a Yannick dessus, voilà, il y a d'autres membres de la Mafia Tressé. C'est vraiment incroyable. Là. Pour ceux qui ne savent pas, Mafia Tressé, c'était un groupe, vraiment un collectif légendaire avec des gens du 13e, d'Ivry-sur-Seine, de Bagneux. Voilà, c'était vraiment un truc de ouf. Et donc, je suis super content de vous avoir fait soit découvrir, soit redécouvrir ce petit freestyle de Diams. C'était vraiment un plaisir. Donc, avant de nous quitter, je vais quand même faire quelques dédicaces pour les rappeuses dont je n'ai pas eu le temps de parler ou moins l'envie, on va dire, par rapport à mes goûts. Donc, je pense fortement à Kenny Arcana. Voilà, Kenny Arcana, voilà, je vous le dis, c'est pas trop ma tasse de thé, mais quand même, évidemment, elle a marqué son époque aussi. Très gros succès, Kenny Arcana. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient voir, il y a un documentaire qui s'appelle Je rappe, donc je suis, où on peut voir Kenny Arcana toute jeune, voilà, en freestyle dans comment on appelle ça, un atelier d'écriture, voilà, tout simplement. Et elle est toute jeune et on la voit rapper. Il y a d'autres gens, il y avait une autre rappeuse d'ailleurs avec elle. C'était vraiment pas mal comme archive. Donc voilà, gros big up à Kenny Arcana, bien évidemment, même si je suis pas un grand fan. Je pense aussi à Majesty, rappeuse pas très connue, mais qui avait fait des choses avec les Yakuza. Avec EGM, c'était Vocal qui m'avait envoyé l'un des morceaux qu'ils avaient fait ensemble. Donc je sais pas, peut-être qu'un jour que ce morceau pourra sortir. Voilà, c'était sous forme de maquette, hein, mais ce serait bien que ça sorte un jour. Donc voilà, gros big up à Majesty. Je pense aussi à Medina Koné, hein, qui rappait sur le morceau Bye Bye de Menelik, hein, bien évidemment. Il y a une interview, elle s'exprime là-dessus, sur toutes mes aventures autour de ce titre-là. Voilà, c'est une longue histoire. D'ailleurs, c'était la petite sœur enfin sa petite sœur, ou c'est la sœur en tout cas, de M. Weedy. Voilà, M. Weedy, hein, qui est un rappeur aussi pas connu pour le grand public, mais très respecté dans le hip-hop. Hein. Il y avait je vous mets un petit carré d'ailleurs, s'il y a toujours son interview, je vous la mettrai. Gros big up à Dina aussi, qui faisait partie d'un groupe apparemment qui s'appelait Drôle de Dame. Dina, vous pouvez la retrouver sur l'Underground s'exprime chapitre 2. Voilà, vous pouvez aller écouter, je vous mettrai le petit temps où elle apparaît normalement. Enfin, de toute façon, vous allez voir. Les Underground s'exprime, j'en parle souvent, c'est des pépites aussi. Hein. D'ailleurs, dans la partie 2, j'avais oublié de mentionner Sté. Parce que j'ai fait un chapitre sur Sté, mais j'avais oublié de mentionner qu'elle apparaissait sur Underground s'exprime volume 1. Voilà, pour ceux qui veulent aller fouiner, les Underground s'exprime, c'est vraiment de la tuerie. Je pense aussi au groupe Honneur aux Dames. Honneur aux Dames, il y a un album de disponible. Hein, pareil, ça, j'ai moins rodé, j'ai moins d'infos, j'aurais vraiment presque eu rien à dire. Enfin voilà, allez fouiner, mais gros big up à elle quand même. Hein, elle faisait partie de... Moi, je sais qu'on m'en a souvent parlé de ce groupe-là. Gros big up à elle. Je pense aussi à Isis, qui était sur Mission Suicide, un gros classique, bien évidemment. Je pense aussi à Lauréat, du groupe Un Barrio 5 Esprits, bien évidemment. Lauréat, hein, qui est aussi souvent cité. Je pense aussi à une rappeuse. Alors elle, je sais pas si elle était française. En tout cas, elle rappait en français, mais elle avait un accent. Donc alors, je sais pas si elle était vraiment française ou juste francophone. Enfin voilà. Elle s'appelait Naturel Lanata. Et elle avait fait un projet qui s'appelait Mot de passe avec Freddy Krueger.
Voilà, justement, l'un des morceaux dit voilà, ici où la couleur est un mot de passe. Voilà, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Vraiment très méconnu, mais allez écouter. Hein, vraiment, j'aime beaucoup cette période du son. De toute façon, il y a vraiment un truc. Voilà, Freddy Krueger et Naturel Lanata. Et vous allez peut-être pouvoir m'aider d'ailleurs, parce qu'il y a une rappeuse dont j'arrive pas à retrouver le nom. Alors, ça va être un peu compliqué. J'ai pas beaucoup d'infos, mais bon, j'essaye quand même. On sait jamais. Alors, je vous la décris rapidement. Je sais qu'elle était en duo avec un mec. Donc, elle rappait. Et lui, il chantait. Voilà, il chantait en mode R&B. Donc, je vous l'ai décrit physiquement. Alors, pareil, ça va pas être très précis. Mais elle, si je me souviens, elle était soit type maghrébin, soit type antillais. Enfin, voilà, un peu peau mate, cheveux frisés. Et lui, il était donc type européen, blanc, avec les cheveux courts. Voilà, je sais pas, avec une casquette souvent, voilà, bon, c'est le souvenir que j'ai. Je sais qu'ils étaient passés au Hit Machine, ça je m'en souviens. Voilà, et le mec chantait, hein, je crois qu'il rappait pas. Et aussi, si je me souviens bien, je crois que cette rappeuse rappait avec la Brigade. Voilà, la rappeuse du duo dont je viens de vous parler, je crois qu'elle posait avec la Brigade. Alors, désolé, hein, je suis un peu flou, mais je sais qu'il y a des gros fouineurs, des gros snipers dans les gens qui suivent l'émission. Donc, si vous arrivez à la retrouver, je suis preneur. Hein. N'hésitez pas à mettre le blaze dans les commentaires, ce sera un plaisir. Donc, voilà pour cette émission. Encore une fois, hein, c'était un plaisir de parler de toutes ces rappeuses-là. Vous le saviez, hein, la motivation de base, c'est que on est dans une époque où, comme je l'ai dit, hein, où il y a une certaine ingratitude, où on oublie. Voilà, on oublie souvent, hein, j'entends beaucoup de rappeuses dire ah oui, des rappeuses, il n'y en a pas, ou des rappeuses dans le rap, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas, voilà, etc. J'espère avoir prouvé le contraire à mon humble niveau. Voilà, qu'on apprenne notre histoire et que les gens avancent, et puis allez vous renseigner sur tous ces projets-là parce qu'il y a vraiment des tueries et puis il y a plein de choses à explorer encore. Voilà, moi je le fais à mon petit niveau avec les artistes que j'aime bien. Mais il y a plein d'autres artistes à explorer, c'est très important. Et puis une forte pensée, toutes les artistes dont j'ai parlé. Et comme je l'avais dit, ça me dérangeait un peu de faire un truc réuni sur les meufs, parce que ça revient un peu à les... Enfin voilà, moi ce que j'aime pas, c'est qu'on les renvoie à leurs conditions de femmes. Alors ce que je fais peut donner cette impression, je le sais, mais on n'est pas à l'abri que je fasse une chronique sur l'une des rappeuses que j'ai abordées, hein, ou un podcast, ou même qu'on en reçoive en interview. Ça, ce serait très très fort. Mais vous le savez, on a le bras long dans The Doghouse. On a le bras long. Enfin voilà, plus sérieusement, c'était vraiment un plaisir. J'espère que vous aurez de quoi faire pour vous mettre bien. Et puis comme je l'ai dit, qu'on essaie d'avancer dans le bon sens et de ne pas se faire avoir par certaines idéologies qui sont en train d'influencer le hip-hop, le rap et puis les quartiers populaires plus largement et les enfants. Voilà, ça c'est très important. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Doghouse. Yeah!